essentiellement, Antenna et Biovision se ressemblent au fond pas mal. C'est deux organisations suisses qui ont comme idée d'utiliser la science, mais pas seulement la science qui est faite dans nos universités, à laquelle sans doute certains d'entre vous appartiennent, mais aussi les savoirs de terrain au service de populations souvent les plus vulnérables. Nous travaillons en Afrique les deux. Dans le cas d'Antenna, vous êtes dans encore plus de pays. Et une des petites différences, c'est que vous avez un champ d'action qui va au-delà de l'agriculture, puisque vous travaillez aussi sur la médecine, l'énergie et d'autres thématiques. Et une des petites différences pour Biovision, c'est que nous avons également un programme d'action au niveau suisse, qui est celui pour lequel je travaille, qui sensibilise la population, et notamment les jeunes, à la consommation alimentaire responsable. Donc ça sera intéressant de partager ces différents points de vue, et vous verrez que, contrairement à la première partie, ou en écho à la première partie, nous parlerons un peu de Suisse, mais aussi d'enjeux plus internationaux et plus mondiaux, en abordant des produits tropicaux exotiques, comme notamment le café. Pour vous garder un petit peu réveillés et vous faire interagir avec nous, nous vous proposons de vous loguer avec votre téléphone. On va vous poser 2-3 questions pendant la soirée. C'est pas question pour un champion, il n'y a pas de prix à la fin. D'ailleurs, je devais recevoir une plaque de chocolat qui a été volée, donc je ne peux même pas vous donner la mienne. Mais ce que vous pouvez faire, vous vous loguez dans menti.com sur votre smartphone, aussi peu intelligent soit-il éventuellement. Vous insérez ce code 19 56 04 6. Voilà, vous l'avez noté. 19 56 04 6. Il apparaît encore là. Et vous voyez, il y a plein de gens qui mettent des likes déjà, on aime bien. Pour voir si vous êtes réveillés, s'il y a des Valaisans dans la salle, la Williamine a été inventée à Genève. On va voir si vous arrivez à employer cet outil. Votez, tic, tic, tic. Je vais me remettre une petite musique, mais je n'ai pas trouvé. Alors, ça va pas la tête, ça c'est les Valaisans. Levez la main, dénoncez-vous, je vous vois. Ouais, là, il y a une Valaisanne. Il y a une personne qui a deux personnes qui a la bonne réponse. Non, vous voyez, donc on va vous poser des questions beaucoup plus intelligentes tout à l'heure. En l'occurrence, ça c'est une vraie question d'histoire. Et je vous encourage, dans votre petit navigateur, à mettre distillerie de Saconnet d'Arves, histoire, où vous découvrirez que la Williamine a été inventée à Genève et qu'elle a été vendue à Moran. Le prix est discuté et discutable. Et dans quelques semaines sort d'ailleurs une histoire de la distillerie Moran que je vous encouragerai à acheter. Mais donc la bonne réponse, c'est « Oh yes ». Et tous les Genevois dans la salle sont très fiers d'avoir vendu aux Valaisans la Williamine à un prix apparemment dérisoire, hein, mais enfin ça c'est, voilà. Et la distillerie de Saconnet d'Arves, je ne fais pas d'apologie de l'alcool, mais a des très très bons produits locaux, d'arbres haute tige notamment, travaille sur les haies et les plantations d'arbres dont on parlait tout à l'heure, donc c'est bien aussi de valoriser le patrimoine en le consommant. Je vous encourage à y aller. Et je vois que vous employez très bien cet outil, 42 votes. Merci beaucoup d'avoir participé. Les prochaines questions, vous le verrez, sont un petit peu plus substantielles. Notez, il y a de la substance dans la Williamine. Alors, ce soir, on voulait aborder avec vous l'histoire des coûts cachés, qui est finalement une question qui a été énormément abordée dans des cours. Est-ce qu'il y a des économistes dans la salle ? Parce qu'on manque toujours d'économistes dans les réunions. Il y a toujours des gens qui ont fait Sciences Po comme moi, on ne sert à pas grand-chose, des anthropologues, je ne sais pas. Mais où sont... Alors, est-ce qu'il y a un agriculteur dans la salle? Ah, 2. Delphine, tu peux lever la main à moitié. 3, 4. Mais personne en économie, parce qu'en fait, c'est une des vraies questions. Moi, je veux des économistes. Ah, 2 économistes qui va nous aider à discuter un petit peu des coûts cachés, parce que finalement, c'est de plusieurs natures, ces coûts cachés. René l'a mentionné tout à l'heure. Il y a des coûts environnementaux, il y a des coûts dans la santé, il y a des coûts dans l'économie et dans le social. Ce qui est intéressant dans ces externalités, c'est qu'elles peuvent être à la fois négatives, et c'est celle qu'on a beaucoup évoquée dans la première partie, mais elles peuvent aussi être positives. Et comment calculer
une externalité positive et l'inclure dans le prix, c'est très compliqué. Il y a eu des études qui ont été faites, notamment en France, demandées par le ministère de l'Agriculture, pour essayer de calculer les externalités négatives et positives, par exemple, de l'agriculture bio. Comment est-ce qu'on intègre une meilleure connexion sociale, par exemple, comment est-ce qu'on calcule, qu'on mesure et qu'on intègre dans le chiffrage des éléments plus irrationnels et immatériels. Et ça, c'est vraiment assez intéressant. Il y a évidemment toutes ces questions de services écosystémiques dont on a parlé tout à l'heure, comment est-ce qu'on les intègre. Et l'idée, c'est de vous donner 3-4 exemples de produits pour vous parler de comment est-ce qu'on pourrait passer d'un système actuel où finalement le consommateur il paye 4 fois le prix en réalité. On pense souvent au prix qui est affiché dans le supermarché, qui est un des aspects du produit. Mais après, finalement, vous payez aussi vos taxes, vos impôts, et là-dedans, il y a des subventions qui sont destinées, entre autres, à l'agriculture et à la santé et à des aspects corollaires. Vous êtes taxé sur certaines des externalités négatives et finalement les coûts de la santé, c'est une des externalités sur laquelle vous payez. Donc le consommateur aujourd'hui il paye déjà beaucoup de ses prix et l'idée de ce qu'on appelle la comptabilité des coûts réels, c'est d'essayer de rendre ces externalités visibles, d'influencer un petit peu la narration autour du prix et du coût et de la valeur de l'alimentation, d'avoir un outil qui permet d'améliorer la gestion des biens communs, ce qui est une des choses pour lesquelles on est très fort en Suisse, les biens communs, c'est quelque chose qu'on a beaucoup développé pour revenir aux Valaisans. Je suis fribourgeoise, mais j'ai une grande tendresse pour les Valaisans, mais quand on parle des BIS, par exemple, où il y a eu beaucoup de gestion communautaire et collective des BIS. Et dernière chose, c'est que de travailler sur cet aspect d'une comptabilité des coûts réels, ça nous permettrait de travailler pour une réforme de certaines politiques publiques. Et je pense que ça va être un des enjeux intéressants à aborder avec les consommateurs, comme le disait René, avec les agriculteurs et les producteurs, et avec tous les intermédiaires qu'on ne peut pas et qu'on ne doit pas ignorer, notamment la grande distribution et les différents autres intermédiaires, parce qu'ils sont aussi une partie du problème et de la solution. Donc voilà ce qu'on va essayer de traiter ensemble à travers 3 produits, le café avec Charlotte, le lait avec Juliane et la tomate avec Marc. Ils vont essayer de vous donner quelques défis et contextes de la production de ces 3 produits ici et ailleurs. Quelques idées de leviers d'action que l'agroécologie peut apporter en termes d'externalités, du coup potentiellement plus positives, et quelques idées de leviers d'action individuels également. Je vais donner la parole donc d'abord à Marc Dufumier qui va aborder une ou deux des questions de son dernier ouvrage. Il a écrit beaucoup de livres qui s'appellent « De la terre à l'assiette » que je vous recommande parce que c'est une 50aine de questions et vous voyez qu'il y en a une qui nous intéresse ce soir notamment qui est « Peut-on consommer bio et pas cher ?» et il y en a plein d'autres. C'est expliqué de façon très claire avec des arguments scientifique et succincte. Donc je vous encourage, des fois quand on cherche un ouvrage de référence pour parcourir comme ça un petit peu le thème de l'alimentation. Et donc j'invite Marc à venir nous faire une première partie introductive à cette soirée. Et juste pour votre information, l'idée c'est qu'à la fin des différentes interventions, je vais tout de suite prendre des questions. Comme ça vous pouvez déjà commencer à poser des questions pour encore en faire à la fin, mais ça vous permet déjà éventuellement d'aborder des points de clarification ou 2-3 questions. Voilà, merci pour votre attention. Marc, à vous l'honneur. Très bien, merci. Bonsoir à toutes et à tous. Alors la question qui m'est posée effectivement, c'est l'agroécologie peut-elle aider à nourrir correctement, durablement, l'humanité tout entière, sans faim, sans malnutrition? Et évidemment, à quel coût? Voilà, c'est comme ça que je comprends la question. Alors la réponse, elle est catégorique, oui. Il est parfaitement possible de nourrir correctement et durablement l'humanité tout entière, sans laisser pour compte, et durablement, sans préjudice pour les générations futures, et vous allez voir même sans coût caché, sans pollution majeure, sans coût sanitaire à cause de cancers liés à la présence des néonicotinoïdes, c'est parfaitement possible. Alors première chose, d'abord, sachez qu'à l'échelle mondiale, il y a pléthore de nourriture. Il y a beaucoup trop de nourriture, on pourrait nourrir bien plus que l'humanité telle qu'elle est là aujourd'hui. On est mais bien au-delà.
Ne pas avoir faim aujourd'hui, c'est avoir 2200 kilocalories. Dans les pays d'Europe de l'Ouest, on est déjà bien au-dessus de cette ration. Mais pour nourrir correctement un habitant, il faut produire de l'ordre de 200 kilos de céréales par habitant et par an, hein, quitte à ce qu'une partie de ces céréales soit transformée en production animale. Et la production mondiale est déjà de 330. Il y a pléthore de nourriture. Pourquoi des gens ont faim et souffrent de malnutrition? C'est qu'ils sont trop pauvres. On en trouve chez nous, hein. Dans les pays d'Europe de l'Ouest, il y a des SDF, il y a des chômeurs, il y a des gens qui vont dans les banques alimentaires mendier leur nourriture et souffrent de la faim, de la malnutrition. Ça n'a rien à voir avec le fait que l'Europe de l'Ouest ne produirait pas assez. Il y a des excédents. L'Europe de l'Ouest produit des excédents, je pense qu'on le verra pour le lait, mais c'est vrai aussi pour d'autres, des céréales, du sucre, des poulets bas de gamme et ce genre de choses. Et qu'est-ce qu'on fait de ces excédents? Ben, vous le savez déjà, il y a des gens riches qui achètent une alimentation qui échappe à des pauvres et qui le mettent dans le frigo et ensuite le mettent à la poubelle. Ça n'a même pas été déballé, ça s'appelle le gaspillage. Il y a des grandes et moyennes surfaces qui éventuellement, parce que c'est mal calibré, vont foutre ça à la poubelle. Mais donc il y a de la nourriture aujourd'hui qui échappe à des pauvres, qui ont été quand même achetés par des riches, et ça a été à la poubelle. Le deuxième, c'est qu'effectivement, il y a aussi, y compris dans des pays excédentaires, hein, comme le Brésil, il y a des gens qui produisent du maïs, qui produisent du soja, et il y a des Brésiliens qui ont faim, les gens des bidonvilles ont faim, parce qu'ils sont trop pauvres et ne peuvent pas acheter le maïs, le soja, la viande et les agrumes que produit le Brésil, parce que le maïs et le soja est acheté par nos cochons, par nos volailles. Oui, il y a de l'alimentation qui échappe à des pauvres et qui sert à l'alimentation des cochons. Les cochons sont plus riches que les gens qui habitent les bidonvilles. Et puis le dernier aspect, c'est que oui, il y a de la nourriture aussi qui sert à donner à boire à nos voitures, fabriquer de l'agrodiesel, fabriquer de l'éthanol, et ça donne à boire à nos voitures. C'est les inégalités de revenus dans le monde qui sont à l'origine de la faim et de la malnutrition. Vous allez voir que chez nous, dans les pays d'Europe de l'Ouest, pour un grand nombre de produits dont nous sommes excédentaires, nous pourrions produire moins mais mieux. Effectivement, quand on me dit, regardez, le passage à l'agriculture biologique, ça se traduit par de moindres rendements, donc ça a un coût, j'ai envie de dire oui, mais le moindre rendement brut, s'il y a de moindres coûts en engrais de synthèse, en produits pesticides, en perte d'humus, en coûts cachés, comme on a dit tout à l'heure, les maladies, les cancers du sein, la prostate, parce qu'on a été exposé aux perturbateurs endocriniens, est-ce que dans des pays industriels, est-ce qu'il ne conviendrait pas surtout de maximiser la valeur ajoutée à l'hectare? Pas seulement le produit brut, mais le produit brut moins les coûts. La vraie création de valeur, c'est la soustraction. Et vous allez voir, parfois, je parle là, excusez-moi, français, je parle pour la France, mais un blé à 90 quintaux, très exigeant d'intrants chimiques, c'est pas rentable, hein. Aujourd'hui, le blé compétitif, c'est un blé à 50 quintaux, et on le verra fertilisé avec une luzerne. Ah bon, alors ça va être de l'agroécologie. Mais oui, donc, il va falloir produire chez nous mieux et moins, et sans doute à moindre coût monétaire et moindre coût caché, les coûts sanitaires, les coûts environnementaux et ce genre de choses. Mais qui ne sont pas dans le prix du produit, hein, soyons clairs, mais qui sont quand même qu'on doit payer. On doit payer des impôts pour corriger la pollution. Si vous ne voulez pas d'atrazine dans l'eau du robinet, ben écoutez, vous paierez, et vous payez, nous payons l'eau plus chère. Mais ça, ce n'est pas dans le prix du produit. Donc, on n'oubliera pas ça. Alors, évidemment, il y a la question maintenant des pays déficitaires, très nombreux. Et la question devient, est-ce que là-bas, est-ce que l'agroécologie pourrait aider les gens à produire plus, du coup, retrouver une plus grande sécurité des approvisionnements, sécurité alimentaire dans le sens quantitatif, et sans oublier la sécurité sanitaire des aliments aussi pour ces peuples-là. Pourquoi devraient-ils à tout prix ingurgiter des perturbateurs endocriniens? Je pense que si on pouvait leur éviter ça, ce serait bien. Et est-ce que l'agroécologie leur permettrait d'aboutir? La réponse est catégorique, oui. Oui. Et à très faible coût en énergie fossile et sans agrotoxiques. Alors, petit cours d'agroécologie, excusez-moi, je vais vous présenter l'agroécologie plutôt comme une discipline scientifique, hein, celle des agroécologues, qui essayent de rendre intelligibles les écosystèmes agricoles, les agroécosystèmes, c'est comme ça qu'on dit aujourd'hui, c'est-à-dire les écosystèmes qui ne sont plus complètement naturels, mais qui ont été aménagés par les agriculteurs. Et c'est déjà reconnaître que l'objet de travail des agriculteurs, ce n'est pas un troupeau, ce n'est pas une plante, ce n'est pas un sol pris séparément.
C'est à chaque fois un énorme écosystème avec des interactions entre le sol, le climat, les plantes, les troupeaux, la faune domestique, la faune sauvage, les plantes domestiques, les plantes concurrentes. Tout ça, c'est un seul et même agroécosystème. Et chaque technique agricole peut avoir un impact sur l'ensemble de cet agroécosystème. Un travail du sol peut avoir une incidence sur la concurrence entre les insectes auprès des cultures. Donc, c'est ça l'agroécologie en termes de discipline scientifique qui peut inspirer une agriculture que je vais vous présenter comme très savante, comme très moderne. Je vais même la présenter comme high-tech, mais vous allez voir, le raisonnement est simple. On a besoin dans notre alimentation d'énergie, celle qu'on dépense au travail, dans les loisirs et dans le déplacement. Et vous savez d'où vient cette énergie qu'on trouve dans l'alimentation pour qu'on puisse ensuite la dépenser au travail? Du soleil. Pas de pénurie annoncée de rayons solaires avant 4 milliards d'années. Donc je vous propose d'en faire un usage intensif. Je plaide pour une agriculture intensive à l'hectare qui fera l'usage le plus intensif de tous les rayons du soleil. Je ne veux plus voir un seul rayon du soleil tomber à terre. Et pas sur le bitume, on n'est pas obligé de bitumer les meilleures terres agricoles, bien sûr. Et même dans les champs agricoles, je souhaiterais voir des feuilles vertes, une végétation verte, capable d'intercepter l'énergie solaire et de transformer ça en énergie alimentaire via ce que nous appelons la photosynthèse. Et je voudrais que ce soit en hiver, au printemps, en été, en automne, et dans les pays tropicaux, en saison des pluies, et même en saison sèche. Je voudrais qu'en saison sèche, il y ait encore des plantes, qu'il y ait des feuilles vertes, et qui soient capables, effectivement, d'intercepter l'énergie solaire et de la transformer en énergie alimentaire, association de culture. La culture moderne de demain, c'est des cultures associées. Moi, je connais des gens, ils sèment des lentilles entre la rangée de blé. Je connais... Eh bien, écoutez, les rayons de soleil qui ne tombent pas sur le blé tombent sur les feuilles de lentillon. Ah, c'est pas perdu. Et alors, évidemment, je ne vous raconte pas la permaculture, quand les gens associent des quantités de plantes, il n'y a même plus de place pour l'herbe adventice, parce que les plantes cultivées font de l'ombre à la plante adventice, et non pas la plante adventice fait de l'ombre aux plantes cultivées. Ah, c'est moderne. Et oui, on fait l'usage intensif des rayons du soleil, ça ne coûte rien. Vous me demandez à quel coût? Les rayons du soleil, zéro. Ce qui coûte, ça c'est un débat par contre politique, c'est l'accès au terrain. Ça j'en conviens. Oui, accéder au terrain pour pouvoir maximiser la photosynthèse, c'est pas donné à tout le monde, hein, surtout à la proximité des villes où il y a la spéculation immobilière. Mais ça c'est la question politique. Mais la question, est-ce qu'une agriculture moderne inspirée d'une agroécologie scientifique pourrait faire l'usage le plus intensif des rayons du soleil? La réponse est couverture végétale verte. Alors, vert parce que les feuilles mortes? Non. Vous savez que l'énergie qui est dans notre alimentation, mais vous le savez, hein, c'est juste des petits rappels. On appelle ça sucre, amidon, lipides et les huiles. Ce sont des hydrates de carbone. Et pour fabriquer les hydrates de carbone, la plante a besoin de carbone. Et vous savez où la plante trouve le carbone? Dans le gaz carbonique de l'atmosphère. Je vous pose la question, y a-t-il pénurie annoncée de gaz carbonique aujourd'hui dans l'atmosphère? Il y en a trop. C'est un gaz à effet de serre. Alors si les agriculteurs peuvent faire l'usage le plus intensif de ce gaz carbonique, la plante va intercepter le gaz carbonique, va libérer l'oxygène, c'est pas mauvais pour nos poumons, et avec ce carbone, fabriquer le sucre, l'amidon, les lipides, pourquoi pas de la paille, des racines, et quand ça va se décomposer, fabriquer de l'humus, et séquestrer du carbone dans le sol, et atténuer le réchauffement climatique, je suis pour l'agriculture intensive. Si c'est ça l'agriculture intensive, faire l'usage intensif de cette ressource pléthorique qui nous coûte de sa présence très cher, et donc atténuer le réchauffement climatique, c'est déjà un gain, et en plus fabriquer de l'humus, éviter l'érosion des sols parce que le sol aura une stabilité structurale et est riche en humus, le sol pourra retenir l'eau. Ben, écoutez, quand vous êtes dans des zones semi-arides comme au Sahel, si on peut faire ça, c'est quand même assez génial. Donc oui, vous allez voir, c'est parfaitement possible. Moi, je peux vous raconter des rendements de mil et de sorgho qui, sous des couvertures arborées, le rendement est de 2 à 3 fois supérieur sans aucun intrant chimique. Hein. Mais uniquement parce que l'arbre a produit un énorme feuillage en saison sèche, la fermente tombe à terre et lui apporte du carbone, donc issu de la photosynthèse. Vous verrez, il lui apporte aussi de l'azote parce que c'est une légumineuse. Mais en tout cas, il y a déjà des solutions qu'on connaît déjà, y compris dans des pays où on souffre de la faim et de la malnutrition aujourd'hui. Hein. On n'a pas 100 solutions techniques dès aujourd'hui. Alors, la difficulté, vous l'imaginez, il faut que la feuille soit verte. Et la feuille n'est verte que si la plante est suffisamment alimentée en eau. Parce que figurez-vous, le gaz carbonique, il rentre dans la plante par des petits trous, c'est les petits trous par lesquels la plante transpire. On appelle ça stomate. Mais la plante, elle est comme nous, hein, plus il fait chaud, plus il fait sec, plus il y a du vent, plus elle transpire. Nous, il nous faut boire tout de suite, sinon on se déshydrate et on meurt. La plante, elle, quand il y a une période de sécheresse,
elle a un avantage sur nous, c'est qu'elle peut momentanément arrêter de transpirer pour ne pas se déshydrater. Et du coup, elle ferme les petits orifices par lesquels elle était en train de transpirer. Sauf qu'elle vient de fermer les orifices par lesquels le gaz carbonique rentrait dans la plante et par lesquels elle libérait l'oxygène. La photosynthèse est arrêtée quand les plantes, pour ne pas souffrir, pour résister au stress hydrique, cessent de transpirer. Ça, c'est la gestion de l'eau. Là, l'agroécologie, c'est une gestion savante de l'eau, et vous savez qu'avec le réchauffement climatique, le dérèglement climatique, la distribution des pluies va devenir de plus en plus chaotique. Mais l'eau qui nous est donnée gratuitement, puisque vous me posez à quel coût, on va faire l'usage intensif de cette eau de pluie. Et on va essayer d'emmagasiner dans le sol. Je ne veux plus voir de l'eau ruisseler, nulle part. Terminé. Si ça doit revenir à la mer, ce sera après être rentré, s'être infiltré dans le sol et avoir rejoint la nappe phréatique. Mais on va essayer de mettre le maximum d'eau en stock dans le sol, disponible pour la plante, pour que même en saison sèche, elle trouve encore de l'eau et puisse continuer de transpirer, donc continuer la photosynthèse, continuer d'intercepter l'énergie solaire et de la transformer en énergie alimentaire, continuer d'intercepter le gaz carbonique et nous fabriquer l'amidon, le sucre, les lipides, les hydrates de carbone. On va empêcher le ruissellement, couverture végétale. Ah tiens, culture associée. De nouveau, culture végétale maximale et la plus permanente possible en toute saison. On va remettre des haies pour que ça ne ruisselle pas vers le bas. Il faut que le sol soit poreux pour que ça s'infiltre bien. À moi, on m'avait enseigné le labour quand je faisais des études en agronomie. Maintenant, j'enseigne le minimum labour, zéro labour, semi-direct, le moindre travail du sol, parce qu'on sait aujourd'hui qu'un excès de travail du sol, un excès de labour, ça l'aère, mais ça oxyde le carbone de l'humus, qui retourne à l'état de gaz carbonique. C'est pas génial. Mais alors comment le sol peut-il être poreux sans qu'on fasse de travail du sol et un labour? Ça va être les vers de terre, les colamboles, les cloportes, la biologie du sol. Si on les bourre pas de pesticides, si on les maintient en vie, ils vont nous rendre, ça peut même être ce que j'appelais autrefois une mauvaise herbe. Je connais des gens, excusez-moi, c'est les zones viticoles du Bordelais, qui maintiennent un tapis herbacé entre leurs rangées de vignes. Comme ça, sur le long des coteaux, quand la pluie vient orageuse, eh ben ça ne ruisselle pas, ça s'infiltre. Et même quand l'herbe est desséchée, figurez-vous que là où il y a une racine qui s'est asséchée, il y a une galerie. Et la pluie d'automne va remplir la galerie et ça va enrichir le sol en eau et du coup la vigne aura plus d'eau alors qu'elle a une herbe concurrente. Bon, on m'avait toujours dit que l'herbe buvait l'eau de la vigne. Maintenant, j'observe qu'un tapis herbacé, pas trop important, mais soigneusement entretenu, ça peut permettre de mieux alimenter la vigne en eau. Précisément, c'est la biologie des sols qui va rendre les sols poreux et permettre l'infiltration. Maintenant, je veux que cette eau qui s'est infiltrée, que seul le surplus aille rejoindre la nappe phréatique, mais qu'on puisse le stocker à hauteur des racines des plantes cultivées. Ça, c'est l'humus. L'humus, c'est ça qui retient l'eau. Et du coup, il faut que les sols soient riches en humus. Donc on va éviter trop de labour. Qu'est-ce que c'est que l'humus? C'est beaucoup de carbone. C'est 50% de carbone. C'est le carbone des racines et le carbone des tiges qui vont se décomposer. Mais les microbes qui commencent à décomposer ça, s'ils n'ont pas à ce moment-là un peu d'azote pour fabriquer l'humus, parce que l'humus c'est quand même 5 à 6% d'azote, il faut donc un bon dosage entre le carbone de la photosynthèse et de l'azote pour que les microbes fabriquent de l'humus. Et donc il nous faut de l'azote. Remarquez, il faut de l'azote, il faut qu'il y ait, après récolte, donc, encore un peu d'azote dans le sol pour que le carbone de la paille et de la racine serve à fabriquer de l'humus et non pas retourner à l'état de gaz carbonique. Mais on a surtout besoin d'azote, pas seulement pour aider les microbes à fabriquer de l'humus et retenir l'eau et allonger la durée de la photosynthèse, mais pour fabriquer des protéines. Les protéines, c'est tous les constituants du corps humain, les cheveux, les ongles, les chairs, les muscles, le sang, tout ça c'est fait de protéines. Il faut renouveler, parce qu'on élimine tout ça à travers nos urines, et tous les jours, il nous faut ingurgiter des protéines. Et ça, ce sont des hydrates de carbone sur lesquels on rajoute de l'azote. D'où vient l'azote pour fabriquer des protéines? L'azote de l'air, celui que vous respirez, vous et moi. Combien? 79% d'azote dans l'air que vous respirez, vous et moi. Combien de siècles faut-il pour arriver à une pénurie? En millénaires. Donc, soyez sans crainte, on peut faire un usage très intensif de l'azote de l'air pour que les plantes nous fabriquent des protéines, que ce soit pour l'alimentation humaine ou animale. Mais le problème, c'est que rajouter de l'azote à un hydrate de carbone et fabriquer des protéines, c'est coûteux en énergie. Et là, il y a une agriculture désuète, l'agriculture qu'on qualifie d'industrielle, on va mettre des engrais azotés de synthèse pour que la plante ait sa bonne dose d'azote. Et pour fabriquer les engrais azotés de synthèse avec l'azote de l'air, on a utilisé du gaz naturel russe ou norvégien.
énergie fossile. Alors oubliez, ça c'est désuet, hein. Ça c'est le passé. Continuer de fertiliser nos sols avec des engrais azotés de synthèse qui ont été très coûteux en énergie fossile, gaz naturel russe ou norvégien, et qui est très émetteur de protoxyde d'azote, principale contribution de l'agriculture des pays de l'Ouest au réchauffement climatique, excusez-moi, c'est désuet, c'est du passé. Tous ceux qui ont signé la COP21 vont se passer de ça. Mais tous les agriculteurs du monde entier savent qu'il y a une alternative qui s'appelle les plantes de l'ordre des légumineuses, le trèfle, la luzerne, le sainfoin, le lotier pour alimenter les ruminants, le pois fourragé, le lupin, la fèverolle pour alimenter des cochons et des volailles, des lentilles, des haricots, des pois chiches, des légumes secs pour éviter les cancers du côlon. Les diététiciens sont bien d'accord. Mais on ne manque dans aucun pays du monde le soja du Brésil, l'arachide du Sénégal, le niébé du Mali, le pois Congo de Haïti. Enfin, je veux dire, mais dans aucun pays du monde, on ne manque de plantes de l'ordre des légumineuses où des microbes les aident à intercepter l'azote de l'air. Le microbe utilise l'énergie de la plante, hein, l'énergie de la photosynthèse, les sucres photosynthétisés par la plante. Ils utilisent cette énergie, ils interceptent l'azote de l'air, fabriquent des acides aminés, refilent ça à la légumineuse qui se retrouve ainsi riche en protéines. C'est donc encore l'énergie solaire, celle qui ne nous coûte rien, ni en argent, ni en émissions de gaz à effet de serre, qui va nous produire tout ça. Ça, c'est l'agriculture intensive. Alors, on a aussi besoin d'éléments minéraux. Et là, je suis désolé, les nouvelles sont moins bonnes. Autant le gaz carbonique, l'azote de l'air, l'énergie lumineuse nous permettaient de tout faire, merci. Les éléments minéraux, plus on en prend dans le sol, plus il faut envisager d'en remettre. Alors le calcium, de pénurie de falaises calcaires dans le monde, on n'est pas trop craintif, mais honnêtement, les phosphates, d'ici 4 à 5 décennies, on craint la pénurie, on craint surtout que le coût d'exploration et d'exploitation de nouvelles mines de phosphate va devenir hyper coûteux. Là, il faut être très économe, il faut que rien ne reparte vers la mer, hein, c'est terminé les lisiers et tout ça qui repartent vers la mer, hein. Donc on fera du fumier, on remettra l'économie circulaire, on remettra tout ça, les effluents, pour resynthétiser, pour remettre ça dans le sol, et ce sera dans l'humus, hein, le phosphate retiendra l'humus, il sera minéralisé un jour, il redeviendra disponible pour la plante, mais il nous faut trouver du phosphore ailleurs. Il y a quand même une bonne nouvelle, il y en a beaucoup, mais il y a un mais, terrible, à faible dose, dans la roche-mère. Le granit, le grès, le schiste, sous le sous-sol. Il libère des éléments minéraux tous les jours. Mais ce n'est pas accessible à une racine de blé. Mais si vous avez des arbres avec sa racine d'arbre, avec sa racine profonde, il va aller chercher les éléments minéraux, ça va remonter avec la sève, ça va dans la feuille, la feuille remonte tombe à terre, ça fertilise la couche arable. Oui, l'agroforesterie, les cultures sous parc arboré, je vous citais tout à l'heure les 1000 sangos sous parc arboré de Federbia albida, au Niger, va aller chercher les éléments minéraux et ça fertilise la culture annuelle qui est en dessous. Et en plus maintenant, hyper moderne, je ne vous raconte pas, hein, les champignons mycorhiziens, je ne vous parle pas seulement de la truffe qui est bonne pour les gourmets parmi nous, mais ces champignons qui s'incrustent dans la racine de la plante, ça peut être l'arbre, mais ça peut être une plante annuelle, et qui vont développer un mycélium extrêmement fin, et qui vont débusquer les éléments minéraux, phosphates compris, coincés entre les feuillets d'argile. Les phosphates que la plante ne parvenait pas à retirer, le champignon le retire et le restitue à la plante dont il avait tiré l'énergie. Ça, c'est les principaux progrès en fertilisation minérale, on va dire. C'est effectivement l'utilisation de micro-organismes utiles, dont les champignons mycorhiziens. Et bien, je vais vous dire, on a toutes les raisons de penser qu'on pourra nourrir correctement et durablement l'humanité tout entière, d'autant plus que quand vous aurez remis des arbres, des haies ou des Federbia albida, ben figurez-vous, dans la haie, il y aura peut-être des coccinelles. La coccinelle va neutraliser le puceron. Vous ne mettrez plus de pesticides. Dans les hautes tiges, il y aura des mésanges qui vont s'attaquer à la larve de Capocaps. Vous ne mettrez plus de pesticides. Et les carabes vont s'attaquer aux limaces. Vous ne mettrez plus de pesticides. Et du coup, on maintiendra la biologie des sols. Alors effectivement, pour les champignons, c'est un peu plus compliqué, la vigne, la rouille, la vigne, etc. Et il faudrait éviter de mettre des fongicides, parce que sinon on va tuer les champignons mycorhiziens utiles du sol. Oui, il va falloir maintenant trouver des variétés tolérantes et résistantes à ces agents pathogènes, à ces prédateurs, à ces herbes concurrentes. Oui, on va devoir, y compris il y a des paysans autrefois, ils sélectionnaient ça. Quand on parlera de la tomate tout à l'heure, vous allez voir comment on a sélectionné les tomates. Mais on peut utiliser des savoir-faire, des expériences empiriques des paysans, des résultats de nos recherches empiriques et les fondements scientifiques d'agroécologues. On pourrait parfaitement travailler ensemble et je peux vous assurer, dans tous ces pays déficitaires, on peut accroître d'emblée les rendements. Chez nous, l'agriculture bio, comme il faut restituer de l'humus, il faut remettre des coccinelles, il faut remettre des bourdons, il faut remettre des pollinisateurs. Dans un premier temps, ça se traduit par une baisse de rendement.
mais sachez que dans un très grand nombre de pays, notamment les pays déficitaires, on peut d'emblée, en faisant l'usage intensif des ressources naturelles renouvelables, peu coûteuses, gratuites. Alors, quel coût? Ben oui, elle est artisanale, cette agriculture. Elle est diversifiée. On met des rotations longues. Elle exige du travail. Voilà le coût. Oui, un produit bio, nécessairement, est payé plus cher parce qu'il a exigé plus de travail. Il coûte moins en intrants, il coûte moins en importation, il coûte moins en émissions de gaz à effet de serre, il coûte moins en énergie fossile. Mais parce que cette agriculture est bichonnée, figurez-vous que cette agriculture, son grand tort, me dit-on, c'est qu'elle est intensive en travail, elle est intensive en emploi. Et sitôt de promouvoir une forme d'agriculture intensive en emploi dans des pays où il y a un taux de chômage, même dans les pays industriels. En France, on est à 9%, 10% de chômage. Je veux dire, ici, peut-être un peu moins. Mais dans les pays où c'est des bidonvilles. Mais l'urgence est effectivement de promouvoir une agriculture intensive en travail. Mais vous n'y arriverez que si cette paysannerie soit correctement rémunérée. Du coup, quand c'est un produit labellisé bio, ben on peut escompter, comme il y a une certification par une tierce partie, que l'alimentation est saine, pas d'hormones dans le lait, pas d'antibiotiques dans la viande, pas de perturbateurs endocriniens dans les fruits et légumes. Les gens sont prêts à payer un peu plus cher ce produit parce qu'il est bon et certifié. Mais très honnêtement, concevoir une agriculture à deux vitesses, l'agriculture bio pour les bourgeois bohèmes et les perturbateurs endocriniens, les hormones et les antibiotiques pour les couches modestes, je suis contre. Oui, il y aura urgence de parvenir à ce que cette agriculture agroécologique, qui a de moindres coûts cachés, que le supplément de travail des agriculteurs qui s'adonnent à ce type d'agriculture soit correctement rémunéré par des services environnementaux. Vous séquestrez du carbone avec telle ou telle technique, c'est conforme à l'intérêt général. C'est un service d'intérêt général, je vous paye. Vous mettez des légumineuses, vous évitez les importations de soja transgénique, vous émettez les émissions de protoxyde d'azote, vous émettez les consommations de carburants fossiles, c'est d'intérêt général, je vous paye. Vous mettez des infrastructures écologiques, vous remettez des coccinelles, vous remettez des bourdons, vous remettez des insectes pollinisateurs, vous remettez des chauves-souris. Les chauves-souris, il n'y a pas que le coronavirus, hein, et ça peut remplir d'énormes fonctions. Vous restituez ça, dites-moi quel prix je vous paye. Par la voie contractuelle, on va payer des services d'intérêt général, les services environnementaux. Voilà, techniquement, oui, on peut nourrir correctement et durablement l'humanité tout entière, un coût supplémentaire en travail, de nettement moins coûts de recaché, même de moindres coûts monétaires en importation, ce genre de choses. C'est parfaitement possible. Moi, j'ai juste une question. Qu'est-ce qu'on attend ? Merci Marc. Est-ce que sur cette première partie introductive, et vous allez voir que nous allons filer dans plusieurs métaphores dans les présentations suivantes, l'aspect des légumineuses, l'aspect du travail rémunéré à sa juste valeur, est-ce qu'il y aurait une ou deux questions préliminaires déjà à ce stade? Monsieur en haut, est-ce que j'ose demander? Merci beaucoup. On est obligé d'attendre le micro afin qu'on vous entende bien aussi dans l'enregistrement. Et peut-être si on nous suit sur un live Facebook. On nous suit sur un live Facebook. Bonjour, amis du monde online. Oui, bonsoir. Monsieur. En fait, la dernière phrase que vous avez dite m'a fait tilt, c'est que qu'est-ce qu'on attend pour agir? Et pendant le confinement, je me suis permis de créer un changement de système politique qui permet justement à la population de décider en créant des lois et au gouvernement de s'exécuter. Ce document, il est sur YouTube. Il suffit que vous me demandiez, j'ai ici l'adresse, et vous pourrez regarder ce que vous en pensez. Ça, vous pourrez toujours donner des... L'important, c'est de faire passer ce message. C'est possible en gardant la société comme elle existe, mais en la modifiant légèrement pour le résultat, c'est que la population décide de ce qui est bien pour elle et le gouvernement utilise ce qui existe déjà pour exécuter ces ordres. C'est un petit peu comme l'initiative en Suisse, mais d'une manière généralisée. Merci. Est-ce qu'il y aurait une question, Madame, au milieu? Je suis désolée si je ne vous vois pas. Merci. Merci. Je me posais une question par rapport à votre constat que finalement on avait trop de calories produites. Est-ce que vous pensez que ce sera toujours le cas avec la hausse des aléas climatiques?
et l'accroissement de la population, que ce soit dans le système, enfin, si on continue avec le système traditionnel, que si on continue plus avec de l'agroécologie, qui notamment nécessite de l'eau de pluie, dans des endroits où il y en aura peut-être de moins en moins, ou trop d'un coup et plus du tout pendant quelques mois. Comment on gère aussi cette saisonnalité? Merci. Encore une, et puis après, on passera à la suite. Vous aurez encore l'occasion à la fin de revenir sur certaines questions. Je suis désolée, je vous fais naviguer, c'est madame ici. Oui, merci beaucoup. Donc, qu'est-ce qu'on attend? Donc, quels sont les points de blocage aujourd'hui qui nous empêchent de passer, de vous écouter? Et par exemple, la FNSEA, est-ce qu'elle commence à être sensible à vos arguments? Je sais que ça fait longtemps que vous essayez de les convaincre. Les différents ministres de l'agriculture, est-ce qu'on a un espoir qu'on aille dans la bonne direction prochainement? Je vous laisse répondre succinctement à ces deux questions, s'il vous plaît. Je commence à répondre tout de suite. Alors, je vais peut-être commencer par répondre à la deuxième, pour dire quand même que la réponse est quand même oui. Donc, il y a vraiment pléthore de nourriture, mais effectivement, c'est utilisé à d'autres usages. Et la croissance démographique est très forte, et en particulier dans les pays du Sud, hein, ça, il ne faut pas nier. Plus encore, dans un certain nombre de pays émergents, il y a des gens qui sortent de l'extrême pauvreté et commencent à manger davantage, j'ai presque envie de dire, enfin accès à quelques œufs, un peu de lait, un peu de viande. Et comme il faut entre 3 et 10 calories végétales pour fabriquer une calorie animale, on peut effectivement considérer que dans les 30 ans qui viennent, la demande en production végétale destinée à l'alimentation humaine et animale, hein, même si l'alimentation animale est destinée ultérieurement à l'alimentation humaine, va plus que doubler. Alors, évidemment, quand je vous disais c'est 200 kg de céréales, on est à 330, le double c'est 400. Mais c'est pas inatteignable, hein, il nous faut être très clair. Et avec les agricultures inspirées de l'agroécologie, dans les pays déficitaires, on peut d'emblée accroître le rendement. Et quand je vous dis sous un parc arboré de Féderbia albida au Niger et au Mali, hein, je vous parle là des régions vraiment, là où on souffre vraiment de la faim et de la malnutrition, c'est en 15 ans qu'on double et triple presque le rendement d'un mil et d'un sorgho. Il faut quand même attendre que le Féderbia albida, cet arbre en question, puisse atteindre sa grandeur. Donc, on a quand même beaucoup de raisons d'être optimiste pour répondre que oui. L'autre argument que j'avance assez rarement, en tout cas qui est avancé dans les scénarios de l'IDRI et dans les scénarios SIFA, SYFA, un acronyme anglo-saxon, c'est le constat que 80%, un peu plus même, de la surface destinée à l'alimentation est réservée aux animaux. Alors, ce n'est pas que le pâturage, hein, mais c'est, vous savez qu'un élevage de poulets dit hors sol très intensif en France, c'est une agriculture extensive. Hein. Les surfaces de soja et de maïs sont au Brésil. Et donc, on a tort de qualifier cet élevage de poulets chez nous en espace confiné d'un élevage intensif. C'est un élevage redoutablement extensif. Et là, très clairement, si une partie de ces surfaces destinées à l'alimentation animale allait éventuellement à l'alimentation végétale des humains, c'est-à-dire si, notamment dans les pays où d'ailleurs pour des raisons diététiques, on nous conseille plutôt quand même de manger moins de viande rouge, plus de légumes secs pour éviter les cancers du côlon, ben je vais vous dire, oui. Non, là, on a vraiment toutes les raisons de penser que techniquement, il est parfaitement possible, mais même plus que doubler, répondre à cette demande en production végétale pour l'alimentation humaine et animale, oui. Plus que la doubler dans les 30 ans qui viennent, c'est vraiment parfaitement possible. Mais effectivement, c'est peut-être une invitation à un régime plus végétarien. Et d'ailleurs, dans nos pays où ceux qui consomment du bio trouvent que le produit est trop cher, il faut faire en sorte que le produit bio soit accessible aux couches modestes. Moi, j'observe que beaucoup de gens qui mangent bio sont aussi des gens qui mangent plus végétarien et le prix de leur repas ne coûte pas plus cher. Souvent, la démarche nutritionnelle et bio est allée de pair. Et c'est favorable à l'environnement. Donc je suis plutôt très favorable. Alors maintenant, je lirai vos textes très intéressants sur la question politique, mais vous avez raison, hein, à la question « qu'est-ce qu'on attend ?», ce n'est plus le scientifique qui parle là, ça va être le politique. Et je ne vais pas me défausser, je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense. Les points de blocage sont nombreux. Il y a des phénomènes culturels
que ce soit chez les agronomes, pour qui une variété améliorée était améliorée, une mauvaise herbe était une mauvaise herbe. On savait ce qui était bon, on savait ce qui était mauvais, on était proche de Dieu, et on a du mal à se remettre en question de dire peut-être qu'on avait tout faux. C'est-à-dire que des scientifiques se soient autorisés à devenir scientocrates et définir le bon, le mauvais, améliorer un rendement, c'est la croîte, en regardant n'importe quoi les coûts, enfin, je veux dire, il faut arrêter ce cirque. Donc il y a une révolution culturelle dans le monde scientifique, dans le monde paysan aussi. Vous me dites les syndicats, eh bien, effectivement il y en a qui pendant longtemps ont épousé ce type d'agriculture parce qu'on leur disait qu'il faut produire moins cher en termes monétaires, tant pis il faut remplacer des gens par des machines, tant pis pour le chômage, c'est ça qui a été dit pendant longtemps. Et si vous voulez être compétitif, de toute façon il faut que vous grignotez les terres de votre voisin. Donc lui s'il n'est pas compétitif, enfin, si c'est pas lui qui part, ce sera vous, parce que lui sera plus compétitif, quoi. C'est clair que des gens qui ont adhéré à ça et qui ont traité leurs voisins de producteurs bio, t'as vu ta parcelle, elle est sale, en lui disant, t'es comme si toi t'étais sale, c'est hyper difficile. Mais aujourd'hui, dans un certain nombre de pays quand même, où on découvre que ces céréales, ce sucre, ces poulets bas de gamme, cette poudre de lait qu'on exporte vers la Chine, soi-disant, avec des... Enfin, ce sera pour le commentaire d'après. Donc je ne vais pas commencer à parler de cette poudre de lait, mais les gens découvrent qu'ils ont des revenus qui commencent à devenir de plus en plus dérisoires. Et ils commencent à découvrir que c'est l'agroécologie qui pourrait leur permettre de s'en sortir. Mais je veux dire, pour eux, c'est presque comme aller à Canossa, quoi. Je veux dire, pour prendre des expressions bibliques. Mais c'est insupportable, quoi. Et évidemment, il faut aussi, dans les points de blocage, mais ça, vous l'avez compris, vous voulez que je vous cite alors, je commençais par des Suisses, Syngenta, Nestlé, Danone, Limagrain, ça y est, là je suis rentré en France, Tereos. Écoutez, pour eux, tout ce que je viens de dire là, ça mérite d'être dénoncé. Et les néonicotinoïdes, écoutez, on ne pourra jamais faire ça. Hein. Votre betterave à la jaunisse, écoutez, c'est parce qu'il y a eu trop de pucerons, et donc il faut enrober les graines de néonicotinoïdes, quoi, et il faut rechanger la loi, alors que tout le monde était d'accord pour qu'on s'en passe. Tout simplement parce qu'il y a eu un accident climatique cette année et une prolifération de pucerons. Oui, ces gens-là sont très très forts. Et quand je m'adresse à des ministres, je découvre, moi j'essaie de les convaincre par des arguments scientifiques, les autres ont des arguments, souvent d'ailleurs le chantage à l'emploi, alors qu'en fait, les solutions à la jaunisse de la betterave, c'est-à-dire de mettre la betterave en rotation longue et remettre des légumineuses dans la rotation pour empêcher la prolifération des pucerons, les solutions issues de l'agroécologie, d'une agriculture beaucoup plus diversifiée, c'est elles qui créent des emplois. Mais voilà. Le chantage si je peux me permettre justement sur la question des verrous institutionnels, il y a un très bon document de IPES Food, vous pouvez le chercher, ça s'appelle « De l'uniformité à la diversité », qui a été publié en 2016, mais qui est encore tout à fait d'actualité, qui parle des verrous de l'agriculture industrielle, et justement, on s'attend au fait que les aliments soient à bas prix, le fameux récit « Nourrir le monde », c'est-à-dire on ne pourra pas nourrir 9 milliards d'individus si on passe tous en bio, la dépendance de sentiers, les mesures de réussite, enfin c'est assez détaillé ces fameux verrous institutionnels. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au cœur de tout ça, c'est une partie de ce que vous avez mentionné, c'est cette concentration de pouvoir qui détermine pas mal d'enjeux. Si vous êtes d'accord, je vous propose. Je rajouterais peut-être juste une chose, l'endettement des agriculteurs. Quand un agriculteur est endetté parce qu'il a acheté un robot de traite, quand vous lui dites qu'il va falloir commencer à diversifier et acquérir de nouveaux équipements, là, trop c'est trop. Hein. Il dit, moi je spécialise le lait, j'ai une moissonneuse-batteuse, je ne fais qu'une culture, mais je dois amortir au plus vite le capital pour lequel je me suis lourdement endetté. J'arrête là-dessus, je ne veux pas être trop long. Je vous propose de passer à un premier exemple avec Charlotte, qui est toujours très succincte, Charlotte, qui va nous parler du café comme potentiel, enfin quels sont les potentiels de l'agroforesterie que tu vas d'ailleurs expliquer, et de l'agroécologie dans le café. Voilà, à toi, tu peux aller d'avant. Ah, effectivement, retournons sur nos petites questions. C'est plus sur la Williamine. Vous pouvez la mettre dans le café. Non, enfin, c'était pas ça en réalité. Donc, retournez sur votre petit programme. Et voilà la suite. Faut dire à personne. Pourquoi c'est bloqué? La technique nous l'a achevé. Alors,
vous aimez toujours, je vois ça. C'est ça qui est beau, tous ces cœurs. Pourquoi ça ne marche plus? Plus d'internet? Tac. Alors, l'idée c'était de vous demander, c'est un café au hasard, combien coûtent ces 500 grammes de café bio Fairtrade? Et l'idée c'est de vous demander, d'après vous, ces différents prix. C'est issu en fait d'un projet qu'on fait avec Biovision qui s'appelle Consommer durable, Clever. On va dans les écoles sensibiliser les jeunes et les moins jeunes à l'impact de leur consommation sur l'environnement, la biodiversité, le climat, et on leur présente des produits comme celui-là, ou des chips, ou des pizzas surgelées, ou le coca, puis on leur demande de faire des achats le plus durable possible et on évalue leur panier d'achat. Je vois que vous êtes des consommateurs, soit vous êtes tous sur leshop.ch, soit vous avez effectivement une bonne estimation de ce que ce café peut coûter. Et la question que Charlotte voulait vous poser d'ailleurs par la suite, c'est jusqu'à combien seriez-vous prêt à payer en fait pour un café de ce type qui soutient vraiment les petits producteurs? Est-ce que vous n'avez pas de limite? Est-ce que vous êtes prêt à payer le prix qu'il est en réalité? Il n'y a pas de limite. Ça, c'est les baristas hipsters. Bean to bar, tout ça, on est tous... Donc on peut faire encore plus cher, Charlotte, ton café 10 francs. On teste un petit business model. C'est intéressant de voir l'élasticité du consommateur dans le café et quel type d'arguments sont convaincants. Est-ce que c'est l'argument du producteur ou est-ce que c'est l'argument du mode de production? Je vais te laisser présenter le travail que tu as fait, que tu fais sur le café. Et comme ça, c'était une mise en contexte. Merci de votre participation. Merci Alessandra. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser au café pendant les 10 prochaines minutes pour illustrer cette question très complexe du prix juste de l'alimentation. Et je vais m'arrêter sur 3 points principaux. Le premier point, je vais commencer avec cette photo d'un couple de cultivateurs dans le nord de Sumatra qui porte sa récolte d'arabica sur une terre fraîchement déboisée. Je ne sais pas si vous le savez, mais en fait, aujourd'hui, le café est devenu responsable de la déforestation dans un certain nombre de pays tropicaux face à la demande croissante en café, notamment liée à l'augmentation des populations en zone urbaine. Et à cela s'ajoute une fluctuation assez importante du cours du café qui pousse les agriculteurs à vouloir maximiser leur rendement et à maximiser ce qu'ils pensent leur profit. Et pour le café, l'une des solutions est tout simplement de nettoyer complètement la terre de tous les arbres et de planter ce qu'on appelle du café de plein soleil, qui sont des vastes cultures, de monocultures de café, comme on peut voir notamment au Vietnam. Or, comme Marc Dufumier nous l'a expliqué tout à l'heure, les arbres et la forêt, ils soutiennent un certain nombre de services écosystémiques, de stabilisation, de stockage d'eau, de rétention des sols, de purification de l'air. Mais sur le plan économique, la valeur de la forêt, elle est bien trop faible par rapport aux opportunités qu'offrent les plantations de café de génération de revenus. Et donc, d'un point de vue économique, l'incitation pour conserver la forêt, elle est relativement faible. Et c'est là qu'interviennent les pratiques agroécologiques. Pour le cas du café, la culture du café va très bien de pair avec la conservation des arbres, ce qu'on appelle l'agroforesterie. Et ça conserve non seulement la biodiversité, mais ça permet également de refertiliser le sol, de maintenir une température relativement stable, qui va entraîner également une stabilisation de la production sur le long terme. Mais lorsqu'on achète du café lambda, du Nescafé, on n'a aucun moyen de savoir comment il a été produit. Et notamment le prix ne reflète pas les avantages de ce type de production agroforestière non conventionnelle.
Donc, pour commencer, quels sont les leviers d'action disponibles pour essayer plutôt de récompenser ce genre de pratique avec une empreinte environnementale plus faible? Le premier levier d'action individuel que vous pouvez dès demain appliquer serait de réduire sa consommation de café. C'est notamment l'une des recommandations du programme PNR 69, Manger sain et durable en Suisse. Mais c'est une recommandation qui peut paraître un petit peu radicale si vous êtes accro au café, comme moi. Et donc, à Biovision, l'un des leviers d'action collectifs qui nous intéresse, c'est de revaloriser les savoirs locaux et de mettre au cœur des systèmes de valorisation et d'extension la connaissance locale. Et notamment la connaissance des fermiers, c'est à travers cela qu'on peut diffuser des pratiques plus durables. Ça peut être des connaissances sur quelles associations d'espèces sont les plus favorables, quelles espèces d'arbres vont procurer d'autres types de bénéfices et d'autres types d'usages, etc. Et là, il y a également un rôle des politiques publiques pour favoriser une réforme de ces services d'extension vers plus de connaissances ancrées au niveau local. Et puis, un autre levier d'action, c'est par exemple d'acheter du café Rainforest Alliance qui promet un café qui n'est pas issu de la déforestation. Et ça, c'est une transition pour mon deuxième point. J'imagine que vous avez souvent vu ce genre de photo d'une cultivatrice dans son champ qui paraît assez heureuse. Et notamment, on voit ce genre de photo dans la promotion du café Fairtrade. Et souvent, en fait, la certification est vue comme un moyen de réduire la pauvreté ou un moyen d'améliorer le bien-être de populations démunies, notamment des petits planteurs de café. Et aujourd'hui, en fait, la certification, c'est l'outil le plus répandu pour différencier les produits. En tant que consommateur, des fois, c'est même le seul outil à disposition. Donc on peut bien se poser la question, quel est finalement l'impact de la certification sur les bénéfices des producteurs? Est-ce que ça contribue bien à une économie plus inclusive, plus fair, ou pas? Donc dans la certification, c'est bien le consommateur qui va payer un premium. Et ça, au niveau du producteur, ça se traduit bien par un prix d'achat du café qui est plus élevé. Tout va bien. Par contre, quand on regarde au niveau des revenus, il y a un certain nombre d'études qui montrent que l'effet est beaucoup plus faible. Et notamment, la certification n'est plus rentable pour un certain nombre de planteurs. Elle est rentable pour les grands propriétaires ou elle est rentable pour les petits fermiers qui sont soit très bien organisés, soit qui produisent des gros volumes parce qu'ils ont par exemple des pratiques soit plus intensives, soit parce qu'ils maîtrisent certains aspects techniques. Et donc en fait, les perdants de la certification, ce sont soit les petits fermiers, ceux qui sont en général également peu éduqués, loin des centres de production et de vente, et aussi qui sont souvent dans des zones agroécologiques défavorables. Donc la question de est-ce que la certification est plus inclusive, a priori, on dirait plutôt non. Mais il y a pourtant un certain nombre de conditions qui permettent que la certification soit un gain pour les fermiers. Pour cela, il faut une action collective des fermiers, il faut que ceux-ci soient bien organisés de manière collective. Il y a aussi, lorsque l'achat est plus direct, donc lorsqu'on réduit le nombre d'intermédiaires dans la filière du café, on voit que les bénéfices pour les fermiers sont plus importants, et ça c'est l'un des piliers de l'agroécologie, favoriser les filières courtes. Et également lorsque les fermiers reçoivent une assistance technique qui peut venir soit des services publics, qui est payé alors dans ce cas-là par les contributeurs, soit par des bailleurs extérieurs, soit par des investisseurs extérieurs, qui quand même nécessitent un certain investissement ou un certain coût qui n'est pas directement pris en compte dans la certification. Donc pour la certification, même question, quels sont nos leviers d'action? En tant que consommateur, au niveau individuel, comme Alessandra vous l'a expliqué, on a ce programme de sensibilisation Clever. Le premier conseil que l'on donne, c'est souvent de favoriser les produits avec label ou avec certificat. C'est le seul moyen pour
un consommateur peut-être peu éclairé de se diriger vers des produits plus durables. Ici, je vais aller un petit peu plus loin, et pour le café Fairtrade, si vous avez cette information, préférez du café qui provient directement des producteurs, qui vient d'un achat direct. Vous aurez une chance un petit peu plus grande que ce café bénéficie bien les producteurs. Et puis au niveau collectif, il y a un certain nombre de recommandations qu'on peut faire sur la certification elle-même pour qu'elle soit plus transparente sur les coûts et sur les bénéfices. Notamment un fermier qui veut s'engager dans la certification, à l'heure actuelle, il a très peu de données pour savoir si le profit net de cette certification vaut le coup. Donc il y a un travail ici à faire qui peut être collectif, de la part de chercheurs, de la part des organismes certificateurs, de la part de mouvements pour pousser ces certificateurs à être plus transparents. Et puis enfin, il y a des systèmes alternatifs de contrats, d'achat direct aux producteurs, notamment avec des coûts de certification qui sont bien plus faibles grâce à des systèmes notamment de contrôle collectif qui peuvent se développer et également augmenter les revenus des agriculteurs. Et mon troisième point aujourd'hui serait que le café, comme toute commodité, a un prix qui fluctue énormément. Si on regarde à la bourse de New York, au cours des 10 dernières années, en 2019, le prix du café n'a jamais été aussi bas. Et j'imagine que lorsque vous achetez votre expresso ici à Unimal, vous ne voyez pas la différence de prix. En fait, cette volatilité, elle menace les petits producteurs. Pourquoi? Parce que lorsque le café est à un prix bas, ils n'ont plus de capacité d'investissement dans leur plantation, qui se traduit soit par un café de plus mauvaise qualité, donc de nouveau des revenus plus faibles, soit, dans la plupart des cas, un abandon de leur plantation. C'est le cas, par exemple, lorsqu'il y a eu la première crise des prix du café dans les années 90, qui s'est traduit par une migration massive de beaucoup d'agriculteurs, de beaucoup de cultivateurs vers les villes. Et donc ça, en général, ça pose une question plus fondamentale. Est-ce qu'on doit perpétrer ce genre de filières d'exploitation, d'exportation, qui sont très sensibles et surtout qui sont hors de contrôle des pays producteurs et qui empiètent sur des terres agricoles qui pourraient être utilisées pour de la production vivrière? Notamment parce que ces filières d'exportation, elles sont relativement biaisées. C'est elles qui reçoivent le plus grand soutien des politiques publiques. Dans la plupart des grands pays producteurs de café, on a un coffee board ou un conseil du café national qui est un organe très puissant. Par contre, on n'a pas des manioc boards, on n'a pas du conseil du manioc. Et là encore, on peut se pencher du côté de l'agroécologie qui finalement nous dit qu'il n'y a pas forcément une dichotomie entre culture vivrière et culture d'exportation. On a des systèmes plantains, café qui marchent très bien. Et l'agroécologie promeut avant tout une diversification des cultures et une diversification des cultures de subsistance en général aide à la sécurité alimentaire, mais il est quand même difficile de ne pas plaider pour également avoir des formes de culture génératrices de revenus. Donc dans le cas du café, on a plusieurs levées d'action. Soit on plaide pour que la valeur ajoutée du café ait lieu localement. Donc au lieu d'exporter du café en Suisse pour le torréfier et ensuite le réimporter dans les produits exportateurs, il serait peut-être plus intelligent de promouvoir des systèmes diversifiés de café qui auraient une valeur ajoutée locale bien plus grande. Et puis, deuxième levée d'action qui est un petit peu plus théorique, mais dont Alessandra a évoqué en début de conférence, c'est l'utilisation d'un outil qui s'appelle la comptabilisation des coûts réels, ou True Cost Accounting, qui est maintenant supporté par plus de 500 organisations, qui est un outil d'aide à la décision pour avoir beaucoup plus de transparence sur la répartition des coûts et des bénéfices, par exemple lors d'investissements dans certains systèmes de production. Et cet outil est utilisé maintenant par certains investisseurs sociaux qui n'a pas pour but donc d'internaliser les prix forcément comme dans le cas de la certification, mais vraiment de rendre transparents les coûts et les bénéfices.
Alors, juste pour conclure sur les différents points, les différents leviers d'action, de nouveau, lorsqu'on parle de prix juste pour l'alimentation, le premier levier d'action est donc la transparence. Deuxième point, le café, oui, mais avec modération. Et enfin, préférer les filières courtes et le café qui est issu directement des producteurs. Voilà, je crois qu'on a maintenant 5 minutes de questions pour éventuellement approfondir certains de ces points. Je me permets juste de rebondir sur quelques petits points que tu as dit. Donc PNR 69, c'est le programme national de recherche. Ils ont publié récemment leurs résultats, je vous encourage à aller voir, où ils mettent en écho, et ça a déjà été évoqué dans la conférence précédente, le fait que la santé humaine et la santé de la planète sont liées. Et il y a des recommandations win-win pour les producteurs et les consommateurs, pour la santé et pour l'environnement, au niveau vraiment de la Suisse. Il y a des articles scientifiques qui viennent d'être publiés. Je vous encourage à fouiller un petit peu dans ces recherches extrêmement intéressantes qui ont été conduites au niveau suisse, parce que c'est parfois des données qui nous manquent. Deuxième point très intéressant que Charlotte a mentionné, mais que j'aimerais un petit peu renforcer, c'est que l'agroécologie est perçue très souvent comme seulement une méthode culturelle, une méthode dans les champs. Et en réalité, c'est aussi, tu l'as dit, une vision plus holistique qui comprend également une vision différente de la commercialisation, notamment à travers les circuits courts que tu as mentionnés. Vous pouvez regarder les piliers de l'agroécologie tels qu'ils ont été adoptés par la FAO. Ce qui est assez révolutionnaire, c'est que c'est rentré petit à petit aussi dans ces grémiums internationaux. Et ça comprend pas seulement des pratiques dans les champs, mais également à d'autres niveaux de la chaîne de valeur alimentaire. Et dernière chose que je n'ai pas précisé avant, mais c'est que tu as fait ton doctorat sur l'agroforesterie. Donc allez-y pour les questions compliquées. Des questions? Est-ce qu'il y a des questions spécifiques? Et à part, comme moi, vous êtes très déprimé quand on vous dit que vous devez boire moins de café. Alors, n'hésitez pas sur d'autres questions plus générales aussi sur l'agroécologie avec Charlotte qui travaille sur différents projets, dont un projet très intéressant que je mentionne en passant et qui est une des façons intéressantes de travailler en agroécologie, c'est que vous avez un projet en ce moment à Biovision et je pense que vous pourrez lui poser des questions sur ça. C'est un partage de connaissances entre membres, décideurs politiques et membres de différentes administrations publiques. Donc on essaye de mettre en relation des gens de différents pays, notamment en Afrique subsaharienne, pour qu'ils puissent partager leurs bonnes pratiques et mettre en œuvre. Et ça répond notamment à une des questions, qu'est-ce qu'on peut faire, comment agir? Une des façons, c'est de les mettre ensemble autour d'une table, de les faire travailler, de mettre ensemble autour de la table des acteurs de l'agriculture et des acteurs de la politique, afin d'avancer très concrètement sur des chemins d'action et des politiques publiques le plus rapidement possible. Voilà. Ah, monsieur, je vous en prie. Oui, vous avez dit qu'il faut choisir les parcours courts du café, mais ça peut être pour d'autres alimentations, comme on voit à l'écran. Mais comment on sait ça? Est-ce qu'il faut simplement contenter de regarder ce qui est écrit sur le paquet et puis on ne sait même pas si c'est vrai ou c'est sur Internet? Comment vous faites, vous, pour être sûr que ce qui est dit est juste? C'est une très bonne question parce qu'en effet, si vous allez dans un supermarché, il y a assez peu de paquets de café qui décrivent exactement d'où proviennent et combien d'intermédiaires sont impliqués. Donc aujourd'hui, en tant que consommateur, vous et moi, l'un des seuls recours, c'est d'aller dans des petits torréfacteurs ou dans éventuellement des circuits un petit peu parallèles qui justement défendent d'acheter directement le café au producteur. Mais un produit comme le café, la difficulté qui est bien plus importante que des produits comme la tomate qu'on peut acheter localement, c'est qu'en effet, on doit se baser sur les informations qui nous est données finalement par le vendeur final. Et donc cette question de la confiance, de la traçabilité, elle reste bien plus importante parce qu'on a peu de moyens de vérifier ce qu'il y a derrière. Donc, à l'heure actuelle, on peut se baser uniquement sur, en effet, ce que nous dit la personne qui nous vend ce café.
Je vous conseille de regarder juste rapidement, il y a une alumni de l'UNIL, Inès Burrus, qui a créé une petite entreprise qui s'appelle Equal Profit, qui essaye de redéfinir une vision du café équitable un peu différemment. Il y a d'autres gens dans le projet, mais je connais Inès, mais vous pouvez aller voir, il y a plein de gens qui bossent sur des modèles en fait, différents de répartition des profits le long de la chaîne de valeur. Monsieur. Moi, je voulais poser une question. Oh, pardon, je n'avais pas vu que le micro ait déjà été attribué. Simplement, par rapport à la définition de l'agroforesterie, c'est donc, si j'ai bien compris, une forêt où il y a beaucoup d'espèces et pas uniquement une monoculture comme celle du café, c'est ça? Alors, il y a pas mal de définitions d'agroforesterie. En général, c'est quand il y a une association entre des arbres et des cultures, de manière très générale. Il y a plusieurs types d'agroforesterie. Ça peut être simplement quelques arbres en bordure, ou ça peut être comme le cas du café, où on a du café qui est dans les subbois. Le café, c'est une espèce assez basse, et au-dessus, des arbres qui font ombrage. Et dans ce type de système, il y a même plein de diversité. Il y a des systèmes où il va y avoir, dans des zones très riches en biodiversité, des vingtaines d'espèces qui vont couvrir le café, en général de manière un peu moins dense qu'une forêt, parce qu'il faut quand même que le café ait un petit peu de lumière, où il y a des formes un petit peu plus intensifiées, où il va y avoir seulement une ou deux espèces d'arbres au-dessus du café. Ça peut être comme dans le cas avec le plantain, où ça va être le plantain qui va avoir cet effet d'ombrage sur le café. Et le café est de meilleure qualité, du coup? Alors, dans certains cas, oui, notamment parce que lorsqu'on a cet ombrage, le café met un petit peu plus de temps à se développer, il grandit un petit peu moins vite, et durant cette maturation, il a le temps de développer des qualités gustatives un peu plus importantes. Ça a plein d'autres effets, notamment l'agroforesterie, sur également la fertilité, donc il y a aussi un effet final sur finalement la qualité, et aussi sur le contrôle des maladies, notamment si vous êtes dans une zone avec beaucoup de forêts plus denses, qui ne sont pas de l'agroforesterie, mais de la forêt même, qui va avoir un contrôle biologique sur les ravageurs du café, qui est l'un des principaux aussi effets sur la qualité du café et sur son goût aussi. Rapidement, vous noterez que Marc a dit qu'il fallait de la patience pour que les sols se régénèrent, il faut de la patience pour que le café grandisse. Peut-être qu'une des maladies, c'est l'impatience qu'on a tous. Il y a encore une dernière question. Non, c'est bon, à la fin. Très bien. Je voulais juste savoir par rapport aussi à la méthode de récolte du café. Il me semble qu'il faut qu'il soit cueilli à maturité pour qu'il soit bon. Et dans une activité plus intensive, il est récolté indifféremment, qu'il soit mûr ou pas mûr. Et du coup, ça aussi, ça a un impact sur la qualité finale du café. Exactement, oui. La manière dont il est récolté a un impact assez important. Le café, c'est un petit peu comme le vin. C'est un produit assez complexe. Et donc, il y a énormément de facteurs qui va déterminer de sa qualité, et donc c'est pour ça qu'on a besoin d'une connaissance assez importante sur les différentes étapes de sa production. Il y a une dernière question ici, c'est très bien parce que c'est le retour vers l'endroit où vous étiez assise, mademoiselle. Merci pour votre patience d'ailleurs. Merci, merci pour la présentation. Ma question est la suivante. Vous parliez du coup du marché vivrier en opposition à la culture de café, du coup, qui est une culture destinée à l'exportation. Vous mentionnez que du coup la culture de café permettait un revenu du coup important du coup pour les producteurs, selon lesquels. Et du coup ma question est la suivante. Est-ce que selon vous l'agroécologie et l'agroforesterie du coup, qui se voient être récupérées du coup par le marché global, en fait, est-ce qu'en fait ces pratiques ne devraient pas avant tout être du coup des pratiques qui sont destinées du coup vers l'auto-approvisionnement et les marchés locaux?
indépendamment de la question du fait que, oui, les cultures de café permettent des revenus aux producteurs, mais du coup, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt orienter, parce que, bah voilà, typique, si on a un système agroforestier, avec, oui, certes, de la biodiversité des arbres, mais ensuite des monocultures de café dedans, de mon point de vue, ça reste de l'agriculture industrielle. Donc voilà, c'est ça, donc ça reste des exportations conséquences d'un même produit sur une surface. Et du coup, donc oui, certes, on est dans des modèles diversifiés parce qu'il y a des arbres et tout ça, mais du coup, en opposition du coup, à des systèmes en polyculture élevage où il y aurait vraiment du coup ces proportions, comme Marc Dufumier parlait avant, ben, des apports de glucides, de protéines, de lipides et du bétail du coup. Donc, je peux donner mon avis, mais peut-être que mes collègues auront un avis assez différent ici. En soi, l'agroécologie n'est pas forcément contre ou pour les cultures d'exportation. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas forcer. Il faut une culture qui va ramener du revenu aux paysans. On ne peut pas se baser que sur des cultures de subsistance. Et le café est éventuellement l'une de ces cultures, encore une fois, s'il est associé à d'autres types de cultures. Le plus grand danger, c'est d'être dépendant d'un seul produit, d'un seul marché, d'un seul type de revenu, en fait. Là, c'est un peu le cas, vous dites s'il n'y a qu'un produit, mais là, en l'occurrence, si le producteur fait que du café, l'acheteur ensuite pourra... Où il y a des systèmes diversifiés qui existent, où on peut produire à la fois et du poivre et de la cardamome et du café, avec d'autres cultures vivrières associées au niveau même dans l'espace, avec éventuellement du riz sur le côté, avec du banane plantain, avec d'autres cultures de subsistance, et qu'en effet, de dépendre uniquement d'exportations longues, c'est là où il y a le danger. Mais je ne sais pas si vous avez un point à ajouter, mais... non, mais j'interviendrai après sur ce thème. L'importance, pour moi, est dans la diversification. Après, il y a un autre souci principal qui fait qu'en fait, les productions vivrières ou d'auto-approvisionnement sont pas assez valorisées sur les marchés locaux parce qu'il y a des subventions à l'exportation et du coup, les pays du Nord subventionnent à l'export en fait dans des pays où ils pourraient eux-mêmes produire du coup leurs biens, du coup des produits qui arrivent du coup sur des continents comme l'Afrique et viennent du coup déstructurer les marchés et du coup ne permettent pas aux agriculteurs locaux de vivre en fait de vendre directement des... Et effectivement, et ça c'est notamment aussi des grands enjeux politiques nord-sud où les pays européens du coup épuisent les ressources, maintenant on dit qu'un peu moins parce que du coup vu avec des méthodes agroécologiques, agrobiologiques avec des labels dits responsables et tout ça, mais du coup il y a quand même cette transaction de ressources, du coup toutes ces matières premières en fait qui bougent de continent à l'autre plutôt que de favoriser en fait clairement des productions locales mais ouais, je vais illustrer brièvement, à vrai dire, cette problématique, sachant également qu'elle a trait, bien sûr, à des considérations extrêmement géopolitiques. Donc là, on vient sur des débats qui, très honnêtement, nous prendraient à peu près 4 heures de plus par rapport à l'heure qu'on a à la base à disposition pour en discuter. Ceci dit, je crois que vos projets, comme les nôtres, enfin les projets d'Antenna comme les projets de Biovision, sont principalement tournés sur des cultures vivrières pour des productions locales. Absolument. Nous, on ne travaille pas sur les cultures à l'exportation, ça c'est évident. Et je me permets du coup, vu que tu as commencé, de te donner la parole, Julian Tugwell pour Antenna Foundation. Bonsoir à tous, je m'appelle Julian Tugwell, donc je suis juriste et ingénieur agronome de formation. Je travaille donc pour la Fondation Antenna, comme ça a été mentionné précédemment. Je ne vais pas m'étendre sur nos activités, vous pouvez aller voir sur notre site internet antenna.ch, ça vous donnera une idée de ce qu'on fait. Je me permets de mentionner par rapport à la question des blocages qui a été mentionnée avant. J'invite chaleureusement à aller regarder certains discours de Vandana Shiva sur la question du cartel du poison. Je pense qu'elle exprime extrêmement bien les sous-bassements de cette problématique. Aujourd'hui, on en a discuté, j'ai tiré la mauvaise courte paille et donc je suis arrivé sur la question du lait. Je vous avoue qu'en Suisse, je préférerais porter le masque là et parler de manière anonyme parce que c'est extrêmement dangereux ce sujet en Suisse.
Après avoir eu droit à une magnifique narration d'un conte agroécologique de la part de Marc Dufumier, avec la virtuosité qu'on lui connaît, et Charlotte qui a focalisé son discours sur le café, je vais vous proposer un modèle un petit peu hybride pour ma présentation. Je vais commencer à parler du lait. Par contre, dans une situation difficile comme celle du lait, je préfère laisser parler les autres. Ça me met moins en danger, vous le comprenez. Donc, j'ai simplement sorti, et ce qui va à l'encontre de tous les codes de communication, mais je vous ai donné une slide là, remplie de texte. Je vous prie de m'en excuser, il est tard, on est tous fatigués. Simplement, je vous rassure, il y aura après une vidéo, puis il y aura même des jolies images, et donc ça deviendra plus facile avec le temps. Et je vais même vous aider, parce que je peux la lire avec vous. Hein, donc, c'est un communiqué de presse d'Unitaire. Je pense qu'Unitaire, tout le monde connaît plus ou moins, donc syndicat de protection des producteurs. Hein. L'organisation faîtière du marché laitier, l'IPLAI, l'interprofession du lait, devrait gérer le marché laitier. L'organisation de défense des producteurs suisses de lait, la Fédération des producteurs suisses de lait, la FPSL, Swiss Milk, malgré d'importantes cotisations, n'est pas capable de faire remonter le prix du lait. Pourtant, avec l'actuelle pénurie de beurre, cette augmentation devrait se faire automatiquement. Le prix moyen payé aux producteurs, productrices de lait, couvre actuellement moins de la moitié des coûts de production. De plus, la FPSL est membre de l'organisation sectorielle du beurre, avec 34% des parts, et a, à ce titre, acheté les droits d'importation des 1000 premières tonnes de beurre. L'Unitaire pose cette question, que naïvement je vais vous poser également, hein, comment peut-elle défendre les intérêts des producteurs, productrices de lait dans ces conditions? Existe-t-il, selon vous, un grave conflit d'intérêts? C'est la question qui est posée par ce communiqué de presse unitaire, donc je le répète, je rapporte juste cette question à un public que je ne connais absolument pas, hybride, et je serais ravi d'avoir votre avis là-dessus, vu que le mien n'est pas encore entièrement formé. J'attends un peu les réponses. Hein. Ah, bon, de ce que je vois pour l'instant, on a quand même un gros knockout FPSL, enfin 1 pour Unitaire, 0 pour FPSL. Très bien, je ne vais même pas commenter hein, ce résultat. Ah, il y a quand même ça monte, on pourra en rediscuter. Y aurait-il des lobbyistes du lait dans la salle? Pardon. Je me permets de passer. Non. Oui, pardon. Tout à fait. Voilà, maintenant je vais juste vous montrer une courte vidéo, je vous l'avais promis, hein, sur la problématique du lait au niveau international. Quelle est la différence entre ces deux verres de lait? Identiques, pas si sûr. Le premier contient du lait frais, produit par une éleveuse du Sénégal et ses vaches. Le deuxième est en réalité du lait en poudre, produit en Europe, engraissé à l'huile de palme et revendu au Sénégal 30% moins cher que le premier. Comment en est-on arrivé à cette absurdité? Depuis la suppression des quotas laitiers, l'Europe produit beaucoup trop de lait par rapport à la demande. Résultat, le prix du litre baisse, tout comme le revenu des éleveurs européens, contraints de vendre leur lait aux industriels à des prix planchers. Dans le même temps, la demande mondiale de beurre a fortement augmenté et son prix a flambé. Les industriels ont saisi l'aubaine, ils extraient la matière grasse du lait pour en faire du beurre, qu'ils revendent au prix fort et se retrouvent avec de grandes quantités de lait écrémé transformé en poudre pour être stocké. Mais comment l'écouler? Pour remplacer la graisse animale, cette poudre est réengraissée à l'huile de palme, une huile 12 fois moins chère que le beurre. Petit détail, sa production provoque une déforestation massive. Ce faux lait est ensuite exporté en Afrique de l'Ouest où il est vendu jusqu'à 30% moins cher que le local. Une concurrence agressive qui étouffe les éleveurs de la région et les empêche de vivre de leur travail. Mal étiqueté, ce substitut peut être confondu avec du vrai lait, mais sans en avoir les qualités nutritives, ce qui peut nuire à la santé. Le modèle productiviste européen est poussé à l'extrême au bénéfice des industriels et au détriment des éleveurs du Nord et du Sud, de l'environnement et de la santé des consommateurs. En Afrique, comme en Europe, les éleveurs se mobilisent pour défendre et développer leur filière locale. N'exportons pas nos problèmes. Ici comme ailleurs, soutenons les éleveurs. J'aime beaucoup les vidéos, ça me permet de me taire pendant un petit moment. Ça répond peut-être un minimum à la question d'avant. Je pense que ces problématiques-là peuvent être par analogie appliquées à un grand nombre de denrées agricoles. La question, encore une fois, du rapport Nord-Sud, elle est extrêmement dangereuse, elle est extrêmement compliquée.
Je ne vais pas m'y plonger en profondeur ce soir pour simplement le fait que je n'ai pas le temps. J'ai énormément d'autres choses aussi à vous dire sur l'agroécologie. Je serais ravi de revenir un jour pour vous en parler. Tout ce que je vous dirais, c'est d'un point de vue personnel, depuis ma naissance en 1986, pour être précis, et l'accession à la capacité de discernement légalement à 7 ans et en pratique autour de 12 ans, on m'a toujours bassiné avec une histoire de dette du tiers-monde et ce genre de choses. Moi, je vous avoue que plus j'ai étudié l'histoire avec un H majuscule, plus j'ai le sentiment que finalement beaucoup de nos pays occidentaux ont une certaine dette envers le tiers-monde, ce qu'on appelle le tiers-monde, qui a été, maintenant on devrait dire les pays en voie de développement, si je ne dis pas de bêtises, c'est plus politiquement correct. Je pense définitivement que la consommation occidentale et la production qui est externalisée dans un grand nombre de ces pays-là, pour cause, je vous invite grandement à étudier les phénomènes d'accaparement des terres qui sont devenus exponentiels depuis l'année 2008, où en plus de la crise économique, il y a une grande crise sur le marché des céréales panifiables internationales, où beaucoup de pays qui n'ont pas la capacité de production, comme Bahreïn, Arabie Saoudite, Corée du Sud, etc., ont décidé, soit de manière étatique directement, soit au travers d'entreprises privées, type Daewoo ou autres, on ne va pas dire acheter, parce que légalement, ils ont fait ce qu'on appelle des baux emphéotiques, donc c'est des baux à loyer. Simplement, ils sont sur 400, 600 ans, donc c'est absolument anticonstitutionnel dans n'importe quel état de droit. Et se permettent de prendre la main sur beaucoup de terres arables dans des pays qui ne sont pas les leurs, et de produire énormément de denrées agricoles qui sont ensuite exportées pour leur propre population. Je pense définitivement que nous avons tous une part de responsabilité, évidemment, dans cette consommation, comme on est plusieurs à entendre souvent les critiques sur le fait de prendre l'avion pour aller à droite à gauche, etc. Commençons déjà à songer à notre panier alimentaire, qui lui prend 47 fois l'avion pour le 3/4 du consommateur moyen. Donc je pense qu'on a beaucoup, tous, d'efforts à faire à ce niveau-là pour essayer, effectivement, de consommer plus local. Je vais passer cette question du Nord-Sud, encore une fois, elle est beaucoup trop complexe et longue pour l'aborder exhaustivement ce soir. Je vais me reconcentrer maintenant sur le coût de l'alimentation. Je vais me permettre d'aborder quelques thèmes là-dessus. Déjà, le coût environnemental de l'agriculture, parce qu'évidemment, l'environnement, c'est le sujet phare de nos jours. Je vais vite parler du sol. Donc là, je vous l'ai mis, parmi les 5 milliards d'hectares de terres arables présents sur la planète, plus de 40% sont gravement touchés par la déforestation, l'érosion, la dégradation physique et biochimique et la désertification. Le sol fertile, concrètement, on parle des 80 premiers centimètres à 1,5 mètre, 2 mètres maximum selon où on se situe. 1,5 mètre de sol fertile se forme en moyenne en à peu près 10 000 ans. Donc c'est une ressource qui est non renouvelable à l'échelle temporelle humaine. Et on est en train de dévaster notre sol fertile par différents biais, évidemment l'aménagement du territoire, goudronnage et autres, mais bien sûr également, 5 minutes j'ai noté, mais bien sûr également par des pratiques agricoles monoculturales intensives, avec un labour profond, etc., qui causent des désastres au niveau du sol. Maintenant, la production de viande et de produits laitiers. Vous l'entendez tout le temps, on vous bassine toujours sur ces histoires, on mange tous trop de viande. Le fait est que malheureusement, c'est vrai, qu'on aime la viande ou non. Pour vous donner une idée, si on parle de rationalisation de l'utilisation des surfaces arables, la production de viande et de produits laitiers, comme je vous l'ai mis là, nécessite environ 84% des terres agricoles mondiales. 84, pardon. Donc, si on utilisait une partie de ces terres agricoles pour créer plutôt de la protéine végétale plutôt que pour créer de la protéine animale, alors que cette protéine animale, elle est destinée, comme je le mets en bas, à une minorité de l'alimentation mondiale, c'est-à-dire qu'il y a moins de 20% de gens sur cette planète qui consomment des produits laitiers et de la viande régulièrement. Cette production, elle cause aussi 57% de la pollution d'eau douce, 60% des émissions de gaz à effet de serre de l'agriculture en général. Donc on voit bien que la question de la viande et des produits laitiers est absolument centrale. La question de l'eau, qui a été évoquée évidemment par Marc plus tôt, il y a près de 75% des ressources d'eau douce mondiales qui sont utilisées dans l'agriculture. Souvent, on oublie la dernière partie de cette phrase, qui est avec 85% de pertes pour le végétal. Ces pertes, elles sont immenses et elles sont généralement dues au mode monocultural, ce qu'on retrouve beaucoup dans la production des céréales fourragères. C'est tout bête, il n'y a pas besoin d'être ingénieur agronome. Vous avez le sol, vous avez seulement un étage foliaire et un étage racinaire, ça ne garde pas très bien l'eau. Si vous en avez plusieurs, et racinaires et foliaires au-dessus du sol, dans de la polyculture, vous allez conserver un écosystème avec beaucoup plus de rétention hydrique. J'ai mis encore une fois la production d'1 kilo de viande nécessite autant que celle utilisée par un ménage moyen sur une période de 10 mois, 50 litres par personne par jour. Évidemment, ça consomme énormément d'eau de produire de la viande. Encore une fois, 100 grammes de bœuf,
il y a déjà eu plus tôt même une présentation là-dessus, 105 kg de CO2, le fromage 6 fois moins, le tofu 30 fois moins, plus de 60 fois moins pour certaines légumineuses. Question naïve évidemment, hein, c'est juste pour mon propre plaisir. Moi je plaide évidemment pour un changement de régime alimentaire. On est tous obligés de passer sur beaucoup plus de fruits, de légumes, de tubercules, de fruits à coque et autres graines. Est-ce que vous seriez prêt à manger moins de viande et de produits laitiers de temps à autre? Non mais la longeule, il faut quand même un peu un nom. Eh ben, c'est mon beau-frère qui est... Pardon? Ben, vous avez bien raison. Et mon beau-frère qui est cuisinier, à vrai dire, végétarien et végétalien, vous adorerait. Très bien. Cette question de régime alimentaire, je pense qu'il serait essentiel qu'elle soit attaquée au niveau de l'information publique, au niveau de l'éducation publique également, parce qu'il est bien joli de dire toujours aux gens qu'il faut consommer plus de ci et de ça, mais si les gens n'ont aucune idée comment les cuisiner, on a un gros problème. C'est un peu le problème qu'on retrouve aussi dans beaucoup de nos populations cibles. En Afrique, par exemple, où on leur dit qu'il faut arrêter de manger telle ou telle chose, mais on leur propose pas de solutions différentes pour cuisiner différemment. Donc ça, c'est un petit rouage de la chaîne qui manque définitivement, sur lequel on essaie aussi de travailler. Le coût biodiversitaire, vous l'avez déjà tous entendu, moins 67% d'animaux au sens large. Je pense qu'il y a deux ordres que j'ai envie de juste surligner. Premièrement, les vers. Darwin disait que les vers de terre sont les animaux les plus importants sur la planète. Fort probable qu'il ait raison. Je ne sais pas si Marc peut-être me contredira plus tard, on verra bien. En tout cas, les populations de vers de terre sont en déclin massif, alors que ça reste les meilleurs travailleurs du sol qu'on connaisse. C'est aussi ceux qui nous permettent d'allier matière organique et matière minérale, et ils sont extrêmement importants pour garder la fertilité du sol. Les abeilles et autres pollinisateurs, vous avez tous entendu la grosse polémique autour des néonicotinoïdes. Je pense qu'il y a évidemment bien d'autres effets qui font que malheureusement il y a une chute drastique dans ces populations-là. Notre très cher Aurélien Barraud, et je pense que je peux parler d'une voix commune plus ou moins pour l'ensemble du festival Alternatiba, l'exprime beaucoup mieux que moi. L'ordre principal d'êtres vivants sur cette planète, que sont les insectes, subissent une chute drastique en moins de 10 ans qui est au-dessus de 80%. Aux yeux de n'importe quel scientifique, c'est un bio-indicateur, comme on appelle, extrêmement grave et qui devrait tous nous alarmer profondément. Encore une fois, sans même parler du problème de diversité génétique et notamment les questions de semences rustiques paysannes, etc. et de la sélection variétale. Une minute, ouf, non, ça va pas être possible. Le coût social, très rapidement, c'est pour 2020, ça donne une idée de quels sont les prix salariaux, les revenus salariaux, pardon, pour du simple employé agricole au chef d'exploitation en Suisse. J'ai tendance à penser personnellement que les producteurs agricoles sont les garants de notre sécurité alimentaire, de notre sécurité sanitaire, de notre sécurité environnementale. Moi, je vous avoue que personnellement, quand je vois cette grille salariale et que je la compare à un bon nombre de mes amis, sachant que j'ai eu le malheur de faire des études en droit avant de devenir ingénieur agronome, je la trouve dérisoire, très honnêtement, par rapport à l'urgence actuelle et la pression qui pèse sur leurs épaules, notamment sur la question de la lutte climatique. Il me semble que cette rémunération salariale et la reconnaissance sociale inhérente au salaire n'est pas suffisante, tout simplement. Je me permets d'ailleurs de mentionner, personnellement, quand j'ai terminé mes études de droit et j'ai dit à mes amis que j'allais faire des études d'ingénieur en agronomie, on a beaucoup plus ri de moi qu'on m'a applaudi dans cette voie. Et je pense aussi que le 3/4 des gens ici, quand ils ont terminé leur maturité fédérale, la voie agricole n'était pas forcément la voie qui était la plus promulguée au niveau de la fin de leurs études. Je pense qu'il y a un problème de valorisation de la filière agricole au sens large face à l'importance qu'a l'agriculture et l'alimentation au niveau sociétal. Il semble de toute façon que c'est un travers généralisé dans nos sociétés, puisque l'agriculture, la santé, la médecine, l'éducation sont les 3 piliers, il me semble, de nos sociétés. Ce sont également les domaines dans lesquels les rémunérations sont vastement les plus bas. Donc je pense qu'on a tous peut-être des questions à se poser à ce niveau-là. En tout cas, l'agroécologie et la polyculture nous permet une diversification des revenus claire et nette, une résilience des agroécosystèmes, des circuits de commercialisation qui sont beaucoup plus courts et directs et qui permettent également d'assurer un meilleur revenu aux producteurs.
Dans tous les cas, il me semble que par rapport à ce problème de rémunération des agriculteurs, et qui est fondamental si on veut espérer un changement de pratique au niveau de l'agriculture, on ne peut pas avoir une pression économique constante. Il nous faut changer ce rapport à la rémunération salariale. Maintenant, c'est très très compliqué, parce qu'augmenter le prix des denrées alimentaires, évidemment, on ne peut pas, parce que sinon on crée des sociétés à deux vitesses où seulement les riches bobos, comme diraient certains, sont capables d'acheter des beaux produits bio qui sont exempts de résidus de produits issus de la chimie de synthèse, et la grande majorité d'entre nous, nous sommes obligés d'acheter la mauvaise salade à la Migros. C'est là où interviennent des structurations peut-être différentes au niveau de la politique agricole. Vous avez un Jean-Martin Fortier, que vous connaissez peut-être au Québec, qui lui lance un cri d'alerte en disant haut et fort qu'il nous faut absolument remplacer l'agriculture de masse par une masse de petits agriculteurs, beaucoup plus connectés à leur territoire, terroir, et qui réellement contribuent au bien-être sanitaire, environnemental et économique de leur bassin de consommation. Je suis absolument pour cette approche. Je pense que tant qu'on aura une pression économique constante sur les épaules des agriculteurs, on aura toujours des mauvaises pratiques. Je me retrouverai toujours face à des interlocuteurs en Côte d'Ivoire qui sont obligés d'aller littéralement, et ce n'est pas une blague, glyphosater la jungle pour faire de la place, pour pouvoir mettre plus de cacaoyers, etc. Parce qu'il faut augmenter les rendements, parce que sinon il n'arrive pas à nourrir sa famille. Donc là, on se retrouve sur un problème de survie vs intérêt public général, et je vous garantis que la survie privée de votre enfant passera toujours dessus les considérations de problèmes environnementaux et autres. Le coût sanitaire, c'est également la sélection variétale viciée, c'est ce que j'ai vite mentionné avant. On a recherché pendant 30 ans à avoir plutôt du poids, du calibre, de l'esthétisme, une hauteur de plante pour le passage de machines, une résistance à certaines maladies ravageurs, et au détriment de toutes les caractéristiques des semences qui nous seraient les plus intéressantes maintenant. Et ça, c'est un gros problème de fond, et on a perdu une grande partie de cette diversité génétique qui a un impact sanitaire direct, puisque la valeur nutritionnelle de ce que vous mangez a énormément baissé avec les années. Le dernier point, et je vais être très rapide là-dessus, c'est évidemment la question de la santé publique. Je pense que vous le savez tous, le lien entre produits issus de la chimie de synthèse et les questions de santé publique deviennent même gentiment scientifiquement actées de plus en plus, même si c'est extrêmement compliqué comme sujet, et comme le dit souvent Marc, on ne peut pas dire que c'est complètement avéré. Mais le fait est qu'on a quand même ça sent mauvais. Je me permets de dire qu'on sent qu'on ne va pas dans la bonne direction à ces niveaux-là, et que la recrudescence de cancers, de maladies neurodégénératives, etc. fait peur. Et personnellement, ayant même dans mes études dû faire des génocides sur des insectes pour tester tel insecticide de synthèse vs tel insecticide bio, etc., quand vous regardez l'effet de certaines molécules sur le système nerveux des insectes, vous pouvez sérieusement vous poser des questions sur votre propre système nerveux, étant donné qu'il fonctionne raisonnablement de la même manière. Je pense personnellement que si on investissait de manière prophylactique beaucoup plus dans une agriculture saine et durable, on serait capable d'un point de vue sociétal de drastiquement réduire les coûts de la santé, de drastiquement réduire aussi les coûts environnementaux qui sont liés. Pour terminer, on a tous un rôle à jouer là-dedans à différents égards. Dans notre consommation, c'est sûr. Je pense aujourd'hui que le choix de consommation du panier alimentaire a tout autant de poids, si ce n'est plus, que votre bulletin de vote. Je pense également qu'il ne faut pas oublier qu'on vit dans des sociétés qui sont régies par énormément de fictions. La plus belle de ces fictions, c'est évidemment l'argent. La seule valeur donnée à l'argent, c'est celle que nous tous, individuellement et collectivement, on lui donne. Il en va de même à la valeur des denrées alimentaires. On a accepté pendant longtemps de baisser le prix de ces produits-là. Peut-être que de temps à autre, on devrait réfléchir à accepter d'acheter mieux, acheter parfois moins de viande, moins de produits laitiers, et acheter plus de produits qui sont beaux auprès de producteurs qui essayent, eux, de faire leur métier correctement pour eux-mêmes et pour nous tous. Je vous remercie infiniment de votre attention. Est-ce que vous avez des questions rapidement? Et je vous promets qu'après, je vais mettre une pression folle sur Marc. La tomate en 5 minutes. La tomate. Alors, par chance, en fait, il existe encore un très grand nombre de variétés de tomates dans le monde, et y compris dans les pays d'Europe de l'Ouest. Mais effectivement, quand vous achetez une tomate dans un supermarché, très honnêtement, elle n'a pas bon goût. D'abord, il y a un très faible nombre de variétés dans les grandes et moyennes surfaces, et elles n'ont pas de goût.
Et la question elle est, mais pourquoi donc? Et cette question de la tomate va me permettre d'évoquer, je dirais, quitte à élargir après sur d'autres plantes, d'autres cultures, d'autres productions, mais comment a été conçue la sélection des variétés dont on achète aujourd'hui les fruits sur le supermarché. Il est clair pour la tomate, c'est pas compliqué, hein. Pour que la tomate soit vendue au moindre coût, il faut surtout qu'elle soit imputrescible, c'est-à-dire qu'elle puisse résister au choc dans les voyages en camion, il faut qu'elle puisse rester longtemps à l'étalage sans perdre son apparence extérieure. Et ça a été un des critères de sélection. Alors il y a quand même, comme pour toutes les autres plantes, il y a quand même l'histoire du rendement à l'hectare, hein, qui a joué, mais il est clair que les raisons pour lesquelles ce qu'on mange au quotidien quand on achète dans les grandes et moyennes surfaces, si on ne joue pas le circuit court et justement le retour aux tomates paysannes dans des conditions paysannes, pourquoi elle a si mauvais goût? C'est qu'elle a été sélectionnée sur des critères totalement différents, dont le rendement et les capacités de transport. Mais effectivement, on peut aujourd'hui quand même manger des tomates de très très bon goût en allant en circuit court, et là c'est très clair, il faut aller chez des paysans en circuit direct, en vente directe, ce genre, c'est possible. Et c'est encore pire, je dirais, aujourd'hui, avec les tomates qui sont cultivées dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'hydroponie. Parce que vous savez qu'on peut aussi cultiver des tomates, alors c'est souvent des petites tomates cerises et ce genre de choses, sur des substrats de la fibre de coco, de la laine, etc. On apporte les éléments minéraux, etc. C'est sans pesticides, hein, ceci étant, donc de ce point de vue-là, on peut dire que ces tomates sont saines, il n'y a pas de résidus pesticides dans ces tomates-là, mais enfin en même temps, elles n'ont pas de goût, elles ont été sélectionnées pour ce type d'agriculture en question, et ça n'a pas de goût. Et il faut vraiment savoir que ça, c'est avec l'agriculture d'aujourd'hui, enfin post-Seconde Guerre mondiale, on a demandé spécifiquement à des agronomes de faire ça. Avant la Deuxième Guerre mondiale, enfin un siècle, mais c'est surtout après la Deuxième Guerre mondiale que le phénomène s'est accusé, mais auparavant, la sélection, c'était des sélections paysannes, c'était des paysans qui choisissaient dans leur propre champ les graines qui étaient utiles pour être semées les années ultérieures et notamment l'année suivante. Et souvent, ils faisaient ça à partir de leur propre récolte, en choisissant effectivement les plus beaux plants, les plus beaux fruits. Et quand on dit les plus beaux plants, les plus beaux fruits, les plus belles graines, c'est les agriculteurs qui choisissaient. Quand on dit les plus beaux, pour eux, c'était ceux qui, localement, avaient des plants qui toléraient la présence des insectes ravageurs, des agents pathogènes et des herbes adventices. Et quand vous faites ça pendant des siècles, vous avez des variétés issues d'une sélection paysanne totalement adaptées à l'environnement local. Et je vais même dire une multitude de variétés adaptées à une multitude d'environnements. Et la sélection post-Seconde Guerre mondiale, c'était exactement l'inverse. On a dit à des agronomes, bon, maintenant on va devoir produire plus et moins cher, mettez-nous au point des variétés avec un nombre de critères de sélection très limité. Il y avait le rendement et il y avait souvent, oui, des caractères post-récolte, conservation à l'étalage et ce genre de choses. Et surtout, maintenant, quand vous allez sélectionner ces plantes, faites-en sélectionner un nombre faible, mais qui puisse être produit et vendu partout. Faites-nous des variétés passe-partout. Or, dans tout ce qui est fruits et légumes, souvent il y a des critères qu'on appelle la photopériode, vous savez, les plantes qui ne parviennent à fleurir et à égrener que en fonction de la longueur, des longueurs respectives du jour et de la nuit, et même est-ce que les jours sont en train de s'allonger comme au printemps, ou est-ce que les jours sont en train de se rétrécir comme à l'automne. Donc, toutes les gènes porteurs de caractéristiques d'adaptation à des localités et qui ferait que votre variété, même si elle présente les critères de sélection qu'on vous a demandé, ne pourrait pas être cultivée partout, c'est inutile. Vous coûtez trop cher, vous les agronomes, les sélectionneurs, la sélection agronomique coûte trop cher, il faut l'amortir sur les plus vastes surfaces possibles. Sachez qu'on a été très loin, beaucoup plus que sur la tomate, quand on a fait du riz. La première variété de riz, moi, que je vulgarisais à Madagascar, la variété améliorée, elle avait été sélectionnée aux Philippines pour être diffusée dans le monde entier. Et donc, il fallait qu'elle soit insensible à la longueur du jour et de la nuit, et surtout, aucune caractéristique locale. Et vous l'avez compris,
ben c'est la catastrophe. C'est la catastrophe parce qu'effectivement, elles ont été sélectionnées. Alors, on a dit aussi aux agronomes quand même 2 autres choses, effectivement. Donc, une variété passe partout. Et puis, faites-nous ça très vite. Quoi. Sélectionnez-vous, vous coûtez cher. Et alors là, les scientifiques, ils disent non, on va devoir faire des essais multilocaux, pas toujours multilocaux d'ailleurs, mais on va ne qualifier une variété d'améliorée, c'est vrai pour la tomate comme pour le riz ou d'autres choses, que si 95% des fois dans les stations expérimentales, cette variété a donné un rendement supérieur aux autres, ou alors une qualité de stockage et de non-pourriture donnée. Et on vérifie que 95% des fois, cette variété a répondu aux critères de sélection. Et évidemment, pour y arriver très vite, bah écoutez, il faut que ce soit toutes choses égales par ailleurs. Parce qu'on se donne un très haut niveau de probabilité. C'est vrai que dire à quelqu'un, on a une variété améliorée, si plus de 5% des fois, elle n'a pas répondu aux critères de sélection, ça ne va pas. Et du coup, on fait toutes choses égales par ailleurs. Il ne faut pas qu'il y ait de sangliers qui viennent traverser la parcelle, parce qu'évidemment, le rendement et la qualité pourraient être endommagés si c'est piétiné. Il ne faut pas qu'il y ait plus d'insectes à un endroit qu'à un autre. Mais du coup, on fera avec 0 insectes, et c'est des insecticides. Il ne faut pas qu'il y ait plus de nématodes à un endroit qu'à un autre. C'est 0 nématodes, c'est nématicides. Les araignées, acaricides. Les herbes, c'est herbicides. Les champignons, c'est fongicides. Et vous l'avez compris, les quelques variétés aujourd'hui qui sont sur les marchés, ce sont des variétés qui répondent à un critère de sélection très réduit, qu'on veut être adapté le plus d'endroits possible, mais à la condition qu'on retravaille exactement comme dans la station expérimentale, 0 insectes, 0 mauvaises herbes, 0 ceci. Et ça, c'est la catastrophe. Et évidemment, du coup, comme c'est pas possible de faire partout, parce qu'il y a des endroits, il y a des cicadelles et ce genre de choses, maintenant il y a des régions spécialisées tomates, des régions spécialisées ceci. Tout ça, ça voyage sur des quantités de kilomètres pour être transporté. C'est-à-dire, ces variétés ne donnent les résultats escomptés que là où il y a des écosystèmes qui ressemblent à celui de la station expérimentale. Du coup, vous avez compris, la tomate, elle fait des kilomètres. Et si elle fait des kilomètres, oui, on avait raison de la sélectionner sur des critères. Elle résiste au choc dans les transports. Oui, elle n'a pas de goût. Et si je peux me permettre, il y a un très bon film et livre qui s'appelle L'Empire de l'or rouge, qui parle de la tomate industrielle, que vous pouvez trouver sur le site du Festival du film vert. J'en profite pour vous dire que le 3-4 octobre à Meignier, à la ferme de la Touvière, il y a le Festival du film vert avec quelques films, notamment sur l'histoire des semences. Julian sera également là pour... Ah non. Malheureusement, j'ai dû me décider. Ah, mais il était dans le programme. Et on dit qu'avant le Fordisme, ce qui a vraiment créé le monde de l'industrie, c'est Heinz, qui a été un des premiers génies de la chaîne de production et de l'uniformisation. Je vous encourage à... C'est une très belle enquête d'un journaliste français. Marc, je me permets de passer aux questions éventuellement, parce que la soirée avance, après les gens pourront venir. Oui. Vous pouvez demander des autographes. Alors cette question de la tomate et ce film est très illustratif. C'est encore beaucoup plus dramatique quand la sélection a porté sur certaines céréales et sur certains animaux. Il y a des races animales qui ont disparu. Et si vous voulez qu'on parle du lait et de la poudre de lait, je vais vous parler là plutôt de la France et l'exportation de notre poudre de lait. Mais on a sélectionné, y compris, c'est plus la race Primolstein, celle qui produit le plus de lait, beaucoup de lait, c'est clair. Ce sont devenus des monstres. Ce de lait, c'est de l'eau. Et maintenant, quand on va exporter de la poudre de lait, il faut déshydrater. Et franchement, déshydrater de l'eau pour vendre la poudre de lait et faire du tort aux éleveurs sénégalais, je pense franchement, on n'est pas très bon. Bon, alors, on arrête ce cirque. Parfois. Et c'est juste pour dire que l'agroécologie scientifique, un peu telle que je l'ai présentée tout à l'heure, et la recherche dans ce domaine-là, n'infirme pas en rien le fait qu'il va falloir récupérer et des savoir-faire et des produits d'une sélection paysanne et des savoirs paysans ancestraux. L'agriculture moderne de demain, ça va être bien ça, l'alliance de scientifiques qui ont les fondements de l'agroécologie, mais on va devoir effectivement récupérer tant qu'on peut. Il y a des races animales qu'on ne peut plus récupérer, faut être très clair, mais ces savoir-faire paysans. Alors je vois qu'il y a une question, puis je répondrai après sur
Sur les autres, la vivrier, exportation, viande, lait, résilience, agroforesterie, caféiculture. Parce qu'on fait jusqu'à 2 h du matin, j'ai oublié de vous dire. J'espère que vous avez pris un sandwich, bio, local et de saison. Non, en vérité, restez encore 2 minutes. Monsieur, posez votre question et surtout après, je vais appeler quelqu'un qui va vous présenter très rapidement un projet que vous pouvez soutenir. Il y a une deuxième question, on va faire 2 questions et je vais appeler Camille qui va me rejoindre, qui va vous présenter un projet où vous pouvez, avec enthousiasme, vous engager parce qu'il y a aussi des très bonnes pratiques en Suisse et c'est le projet d'une dame qui s'appelle Esther, dans le pays d'en haut, qui fait des trucs géniaux. Monsieur, votre question. Oui, en fait... vis-à-vis des tomates, je comprends parfaitement que vous parliez du goût et d'autres fruits et légumes, mais il y a aussi quelque chose, c'est qu'il y a des scientifiques qui travaillent d'arrache-pied pour donner à ces tomates chimiques du goût. Et le jour où ça arrivera, eh bien, ils pourront envahir les marchés sans aucun problème. Ce que je veux dire par là, c'est que parler du goût comme étant quelque chose d'important, je pense que c'est plutôt la qualité. Vous en parlez aussi, mais la qualité, il faut se focaliser sur la qualité parce qu'à terme, de toute manière, les scientifiques trouveront le moyen de donner du goût même aux tomates ou aux autres fruits et légumes qui n'ont aucun goût. Comme les poulets, c'est déjà le cas. Oui, alors, le goût est une caractéristique souvent polygénique, hein. Donc rétablir un goût à une tomate par la génétique conventionnelle, ça demande quand même beaucoup de temps. Mais oui, du point de vue dans les choses qu'on n'a pas évoquées, mais le fait que les tomates ont été sélectionnées pour être transportées sur une longue distance fait qu'entre le moment de la récolte et le moment de la consommation, il est passé beaucoup de temps. Et ça, alors là, d'un point de vue de la qualité nutritionnelle, c'est une perte en vitamines, en antioxydants et aux polyphénols, hein, ça c'est clair. Hein. Le premier souci qu'on pourrait avoir sur un grand nombre de légumes qui ont été sélectionnés justement pour pouvoir être facilement transportés pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, c'est plus encore que la perte de goût, c'est effectivement la perte en qualité nutritionnelle liée à la durée entre la date de récolte et la date de consommation. Ça c'est très vrai. Monsieur, rapidement. Volontiers, j'ai une question un peu décalée. On a beaucoup parlé de production alimentaire et j'aimerais connaître l'opinion des panélistes du potentiel de l'agroécologie pour produire des fibres textiles vis-à-vis quand même de la croissance de la population, vis-à-vis de la raréfaction des terres arables et puis du fait que les fibres textiles sont essentiellement produites et à base de synthèse. Et donc, quel est le rôle, en fait, c'est quand même aussi un besoin fondamental de se vêtir. Donc, si vous avez une opinion là-dessus, si on arrive à concilier les deux, la production alimentaire et la production de fibres textiles. On a parlé du chanvre. On a parlé du chanvre. Oui, il y a des cultures de chanvre qui sont utilisées. Je crois qu'il y a, je ne sais pas si on a des experts sur ça, mais ça a été évoqué, le chanvre, dans les rotations. Et notamment, vous voulez lancer les masques en chanvre, c'est le moment. Alors, ma réponse serait à peu près la suivante. C'est que c'est exactement le même problème. Et on a parlé du vivrier, on a parlé du café, on parle maintenant des fibres textiles. Je dirais que pour toutes ces cultures-là, vivrières, café, textile, et je pense en particulier là au coton, ce qu'il nous faut éviter au maximum aujourd'hui, c'est la monoculture. Ça a été évoqué pour le caféier, la rouille, les prédateurs, etc. Il nous faut absolument trouver la diversification. Alors la diversification, c'est à la fois une résilience des revenus des paysans, hein, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier, mais c'est aussi, effectivement, quand vous avez des rotations longues, et y compris pour résoudre la question de la betterave, avec sa jaunisse et ses pucerons, si dans la rotation vous mettez du chanvre, et alors le chanvre, c'est évidemment une plante textile, pas de luxe, hein, c'est pas le lin, mais on peut aussi dans certaines régions. Alors le lin, c'est quand même des écosystèmes très spécifiques, hein, mais le chanvre qui est demandé un peu partout comme matériau d'isolation, les bâtiments, la rénovation thermique, ce genre de choses, peut parfaitement trouver sa place dans des rotations dans lesquelles il y aurait des cultures vivrières et des cultures destinées à un revenu monétaire. Mais par contre, toutes les régions qui s'étaient spécialisées en coton, moi je me souviens, j'allais au Nicaragua, j'allais au Salvador, c'est toute la zone pacifique, c'était que de la monoculture cotonnière. Essayez de voir une tige de coton aujourd'hui,
dans ces régions-là. Hein. La monoculture, ça a été la catastrophe écologique. Le nord-est de la Thaïlande, pareil, j'ai le souvenir, on cultivait du manioc. Enfin, aujourd'hui, on cultive du manioc, mais du coton. Donc, les fibres, les plantes à fibres, les plantes aromatiques ont leur rôle dans les rotations et les assolements, et c'est ça qui va sauver aussi les cultures vivrières. Il nous faut diversifier. Alors, les associations végétales, l'agroforesterie, on en parlait pour la caféiculture, vous pouvez avoir effectivement du ginseng, du gingembre sous l'ombrage des caféiers, vous pouvez avoir la frange caféière qui est arbustive, vous pouvez trouver des arbres qui sont des arbres d'ombrage et qui peuvent être des arbres utiles, hein. Ça peut être du quinquina, ça peut être d'autres arbres. Et là, pour le revenu de l'agriculteur, c'est plus résilient, il ne dépend pas que d'une production. Et ensuite, du point de vue de l'agroécologie, le caféier, l'une des raisons pour lesquelles il est plus à même de cultiver sous des arbres, c'est que d'abord, les cafés natifs étaient sous couvert forestier, il ne faut pas l'oublier. Mais effectivement, je vous parlais de la photosynthèse tout à l'heure, et bien figurez-vous que pour la photosynthèse, il faut effectivement qu'il y ait du soleil, mais il faut aussi qu'il y ait l'ouverture des stomates dont je vous parlais tout à l'heure. Et si le climat est trop sec pour un caféier, et bien hop, il ferme les stomates. Donc la photosynthèse, ce n'est pas que de l'exposition au soleil, c'est parfois maintenir un couvert arboré qui maintient un certain degré d'humidité qui fait que le caféier va continuer de fonctionner, stomate ouvert, pendant plus longtemps. L'agroforesterie, enfin l'agroécologie, c'est vraiment une discipline qui est capable d'expliquer tout ça. Même si, il faut savoir, il y a beaucoup de travaux paysans qui avaient déjà abouti à ça. On peut l'améliorer, hein, les champignons mycorhiziens, ce genre de choses. Non, moi je pense, pareil, opposer vivrier et cash-crop, enfin les cultures de rente, je pense que dans tous les pays, on a besoin d'assurer une relative sécurité alimentaire dans les approvisionnements. Ça, c'est impératif. Dépendre trop de l'étranger pour un approvisionnement vivrier, c'est affamer un peuple. Hein. Et y compris, je ne vous cache pas qu'en Europe de l'Ouest, si on pouvait, nous, retrouver notre souveraineté protéinique en important moins de soja, et moins de gaz naturel russe pour fabriquer des engrais azotés de synthèse, nous serions intelligents. Hein. Exporter moins de poudre de lait, exporter moins de poulet bas de gamme, exporter moins de céréales vers les pays pauvres, et cesser d'appauvrir ces pays pauvres parce qu'on les concurrence avec les prix que vous ont été racontés tout à l'heure. Et à la place, produire des légumineuses, je veux dire, ça nous ferait le plus grand bien en termes monétaires, plus de valeur ajoutée, en termes de résilience. Et on ne ferait pas de tort aux Brésiliens, hein, parce que je peux vous assurer que quand je suis au Brésil et je dis qu'il nous faudrait retrouver en Europe de l'Ouest des protéines produites avec l'azote de l'air de l'Europe de l'Ouest et pas votre soja, les Brésiliens, ils ne manquent pas de me dire qu'ils ne sont pas fiers de produire du soja pour nourrir nos cochons, nos volailles, du soja pour nourrir nos ruminants, ils préféraient nourrir des ruminants. Hein. Il faut être clair, hein. C'est la pauvreté de Brésiliens qui fait qu'on a faim au Brésil, et ils aimeraient bien que les protéines végétales brésiliennes nourrissent des Brésiliens plutôt que des cochons bretons, hein, ou suisses. Hein. Donc je veux dire, il nous faut être très clair, hein. C'est tous les peuples du monde qui ont intérêt à s'assurer la sécurité alimentaire. Et puis pour les cultures de rente, café, champagne, fromage, on va dire gruyère d'appellation d'origine protégée, j'insiste, eh bien écoutez, oui, on peut l'exporter. Les produits qui ne sont pas de toute première nécessité, qui sont de luxe, ben oui, ça fait l'objet d'échanges monétaires à l'échelle internationale. Moi, ça ne me pose aucun problème. Et tout ça, ça peut s'intégrer dans des rotations et des assolements extrêmement diversifiés, des revenus résilients pour tous les peuples du monde. Marc, merci. Je vous propose, tenez encore un petit moment parce que c'est très enthousiasmant le projet à Châteaudet et vous pourrez aller visiter, c'est ce qui est encore plus enthousiasmant, et participer. Je vous demande d'accueillir Camille Andrès qui va vous en parler, et à la fin, je vous proposerai d'applaudir le projet d'Esther qui va vous enthousiasmer et nos 3 orateurs. Merci beaucoup, je vous prends simplement quelques secondes. J'ai retenu des discussions de ce soir qu'il fallait produire beaucoup moins mais beaucoup mieux, qu'il fallait prendre soin des sols, qu'il fallait reconnecter les consommateurs à la production locale. Je vous parle d'Esther, Esther Mottier, agricultrice à Châteaudet. Elle fait déjà ça depuis 10 ans. Elle est en biodynamie, elle a sa ferme, elle produit de l'étiva, une AOP un peu plus petite que le gruyère, mais tout aussi première AOP suisse historiquement. Esther, aujourd'hui, elle construit un grand projet, une ferme où en fait l'idée c'est de sensibiliser les gens à tout ça.
de les reconnecter à la nature. Vous voyez la complexité des discussions qu'on a eues ce soir, vous comprenez l'enjeu de sensibiliser le grand public à toutes ces questions. Esther, dans sa ferme, elle l'a construite autour de ses vaches, donc tout est autour de son étable, il y a un restaurant autour, il y a un espace de maraîchage au-dessus avec du bien-être naturel, des thérapies par les plantes. Esther, elle a 37 ans, c'est une paysanne et elle présente ce projet là dans les mois à venir devant les autorités de Châteaudet. Et j'ai envie de filmer ça. Moi, je suis journaliste, je suis réalisatrice. J'ai écrit une grande exploration sur l'étiva pour ID News, qui est d'ailleurs partenaire d'Alternativa, et c'est comme ça que j'ai rencontré Esther et qu'elle m'a fait confiance. J'ai besoin de raconter son histoire parce que j'ai envie aussi que les discours, les narratifs changent et qu'on comprenne que c'est possible aujourd'hui de faire ce changement en Suisse, de cultiver autrement et de passer ses vacances autrement. Parce que du coup, chez elle, dans sa ferme, on pourra passer ses vacances à la montagne. Et même s'il n'y a plus de neige, il y aura plein de choses à faire. Alors tout simplement, j'ai lancé un financement participatif pour ce film, que je contacte des fondations, des mécènes, mais pour eux, c'est aussi important de voir qu'il y a un large public qui est intéressé. Alors, ce qui compte, c'est pas forcément de mettre des grandes sommes, c'est super si vous pouvez, mais c'est de montrer que vous soutenez ce projet-là et que vous avez envie de voir ce film qui doit sortir à l'automne 2021. C'est pas un projet lucratif. Le but du Paris d'Esther, c'est de faire une tournée en Suisse romande dans les cinémas, dans toutes les salles, pour qu'on ait ces débats au niveau local et puis qu'on voit après, dans chaque ville, dans chaque territoire, quelles sont les solutions qui peuvent s'imaginer. Il y en a déjà d'ailleurs qui sont en train de naître. Voilà, je vous remercie pour votre attention, vous êtes un public exceptionnel. Merci beaucoup.